J'ai apporté le téléphone de mon mari pour le faire réparer. Le technicien, un ami de la famille, m'a prise à part et m'a dit, annulez les cartes et changez les serrures immédiatement. Confuse, j'ai demandé, que s'est-il passé? Il m'a montré l'écran. J'ai trouvé ces messages programmés. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. J'ai toujours cru que les petites décisions sont celles qui comptent le plus. Celles que nous prenons sans réfléchir, guidés par la routine et la confortable supposition que demain ressemblera à aujourd'hui. Ce mardi matin-là, à Portland, dans le Maine, j'ai pris une de ces décisions. J'ai ramassé le téléphone de Robert sur la table de chevet où il l'avait laissé. J'ai remarqué l'écran fissuré dont il se plaignait depuis des semaines et j'ai décidé de l'emmener enfin à la boutique de réparation de Kevin, sur Commercial Street. Je m'appelle Stella Hammond et j'ai 66 ans. Je suis marié à Robert depuis 41 ans. Nous avons élevé 3 enfants dans notre modeste maison victorienne sur Mingeoil. Nous les avons vus grandir, se marier, déménager et revenir pour les vacances avec leurs propres enfants. J'ai travaillé comme bibliothécaire pendant 37 ans avant de prendre ma retraite. Robert exerce encore la dentisterie 3 jours par semaine, bien qu'il parle constamment de prendre une retraite complète. Nous sommes, de l'avis de tous, ordinaires, à l'aise, en sécurité. Ce matin-là, Robert était déjà parti pour son cabinet. Il avait été agité la veille, faisant les 100 pas dans la cuisine, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il m'a adressé ce sourire étudié que je l'avais vu utiliser avec des patients nerveux et a dit, juste un problème de facturation avec le cabinet. Rien d'inquiétant, Stella. J'avais appris il y a longtemps à ne pas insister quand Robert utilisait ce ton. Notre mariage avait été construit sur des fondations de respect mutuel et de limites soigneusement entretenues. Il gérait les finances. Je gérais la maison. Il prenait les grandes décisions. Je les rendais acceptables. Ça fonctionnait. Ça avait toujours fonctionné. La boutique d'électronique de Kevin était coincée entre un café et une librairie d'occasion. Le genre d'établissement de quartier qui survit grâce à sa réputation et à ses relations personnelles. Kevin Torres réparait les appareils de notre famille depuis 15 ans. Sa fille avait fait partie de mon club de lecture. Sa femme m'avait apporté de la soupe quand j'avais eu une pneumonie il y a 3 hivers. Il était, comme les petites communautés ancrées, de la famille. La cloche a sonné quand je suis entré. Kevin a levé les yeux d'un ordinateur portable démonté, ses lunettes de lecture perchées sur son crâne chauve. Madame Hammond. Qu'est-ce qui vous amène? Le téléphone de Robert, ai-je dit, en brandissant l'appareil. L'écran est fissuré depuis un mois. Il n'arrête pas de dire qu'il va l'apporter, mais vous savez, les hommes. Kevin a ri. Le rire complice d'une exaspération partagée. Laissez-le-moi. Je devrais avoir terminé pour 16 heures. Quel est le code d'accès? J'ai récité les 6 chiffres. L'anniversaire de la mère de Robert. Un code qu'il utilisait pour tout depuis que je le connaissais. Simple, prévisible. Robert n'était pas un homme qui aimait la complexité. Parfait. Je vous appellerai quand ce sera prêt. J'ai passé la journée comme la plupart de mes journées. Yoga le mardi matin au centre communautaire. Déjeuner avec Margaret, mon amie depuis 30 ans, qui a parlé du divorce de sa fille avec le genre de résignation fatiguée qui vient quand on voit ses enfants faire les erreurs qu'on avait prédites. Course à l'épicerie. J'ai acheté du saumon pour le dîner. Le genre sauvage que Robert préférait. Cher, mais ça valait le coup pour la façon dont ça le faisait sourire. L'appel est arrivé à 15h30. Madame Hammond, c'est Kevin. Le téléphone est réparé, mais... Il a marqué une pause. Et dans cette pause, j'ai senti quelque chose basculer. Pourriez-vous passer? Il y a quelque chose que je dois vous montrer. Y a-t-il un problème avec la réparation? Non, l'écran est parfait. S'il vous plaît, venez, et venez seul. Je connaissais Kevin depuis 15 ans. Je n'avais jamais entendu ce ton dans sa voix auparavant. Prudent. Presque effrayé. Le trajet de retour vers Commercial Street a duré 12 minutes. Je les ai comptés. Quand on a 66 ans, on a appris à reconnaître les moments juste avant que tout ne change. Votre corps le sait avant que votre esprit ne l'accepte. Mes mains étaient stables sur le volant, mais mon cœur battait contre mes côtes comme une chose en cage. Kevin attendait près de la porte. Il l'a verrouillée derrière moi,
a retourné le panneau sur « Fermé » et m'a conduite à l'arrière-salle où il faisait ses réparations. Le téléphone de Robert était posé sur l'établi, l'écran brillant et intact. « Stella » a-t-il dit, et l'utilisation de mon prénom a confirmé ce que je savais déjà. C'était personnel maintenant, pas des affaires. J'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Annulez les cartes de crédit. Changez les serrures de votre maison aujourd'hui. Tout de suite. La pièce a légèrement tangué. Je me suis agrippé au bord de l'établi. De quoi parlez-vous? Quand je transférais les données pour tester le nouvel écran, j'ai trouvé quelque chose dans ces messages. Des messages programmés. La mâchoire de Kevin s'est crispée. J'ai failli ne pas regarder. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Mais une fois que j'ai vu. Mon Dieu, Stella, vous devez voir ça. Il a pris le téléphone, l'a déverrouillé avec le code que je lui avais donné et a ouvert l'application de messagerie. Puis il a navigué vers une fonctionnalité dont je ne connaissais même pas l'existence. Messages programmés, en attente d'envoi automatique à des dates et heures futures. Il y en avait 7, tous adressés au même numéro, tous programmés pour être envoyés au cours des 3 prochains mois. Kevin m'a tendu le téléphone. Je suis vraiment désolé. J'ai lu le premier message, puis le second. Au troisième, j'ai dû m'asseoir. Les messages étaient de Robert à une certaine, elle. Ce n'étaient pas des lettres d'amour, rien d'aussi simple. C'étaient des instructions, logistiques, cliniques, effroyablement détaillées. La police d'assurance vie est dans le coffre-fort. Combinaison 32-18-7. Le capital d'essai est de 750 000 $. La signature de Stella est enregistrée auprès de la compagnie. Ils ne poseront pas de questions. J'ai documenté ses problèmes de mémoire avec le docteur Patterson. Il a convenu qu'elle montre des signes précoces de démence. Cela établit un schéma si quelqu'un pose des questions plus tard. Le testament laisse tout aux enfants, mais je suis l'exécuteur testamentaire. Je contrôlerai la distribution. Une fois l'homologation terminée, nous pourrons accéder à tout sans suspicion. 6 mois, peut-être 8. N'oublie pas, le deuil est attendu. Je jouerai le veuf dévasté. La communauté me soutiendra. Personne ne remet en question un homme qui a perdu sa femme de 40 ans. Ma vision s'est rétrécie en un tunnel. Le téléphone semblait lourd dans mes mains, comme s'il pesait plus que n'importe quel objet n'en avait le droit. J'ai fait défiler jusqu'au dernier message, programmé pour être envoyé dans 3 mois. C'est fait. L'enterrement a eu lieu hier. Tout s'est déroulé comme prévu. Je te vois à Boca la semaine prochaine. L'appartement est prêt. Notre nouvelle vie commence maintenant. La date de ce dernier message était le 12 janvier, dans 3 mois. Dans l'esprit de Robert, dans le calcul qu'il avait fait du temps qu'il me restait sur Terre, je serais morte d'ici le 12 janvier. Kevin parlait, ces mots venant de très loin. Je ne sais pas qui est elle. Je ne sais pas ce qu'il prépare, mais ces messages. Stella, il documente votre mort avant qu'elle n'arrive. Il prépare quelque chose. J'ai levé les yeux vers lui. Le visage de Kevin était pâle, ses mains tremblaient légèrement. Il me connaissait depuis 15 ans. Il avait réparé mon ordinateur portable quand j'avais accidentellement téléchargé un virus. Il m'avait aidé à transférer des photos de mes petits-enfants sur ma tablette. Il m'avait appris à utiliser FaceTime pendant la pandémie. Et maintenant, il me montrait la preuve que mon mari depuis 41 ans prévoyait de me tuer. As-tu prévenu quelqu'un d'autre? Ma voix semblait étrange. Calme? Trop calme? Non. Jésus, non. Je vous ai appelé immédiatement. Kevin se passa une main sur le visage. Nous devons appeler la police, tout de suite. Non, Stella. Non, ai-je répété, et cette fois, il y avait de l'acier dans ma voix. Je me suis levé, me suis stabilisé contre l'établi, et j'ai regardé Kevin Torres avec tout le poids de mes 66 ans derrière mon regard. Si nous appelons la police maintenant, qu'avons-nous? Des messages sur un téléphone. Il dira que c'était des brouillons, des blagues, une fiction qu'il écrivait. C'est un dentiste respecté. Je suis une bibliothécaire à la retraite à qui, selon ce qu'il a dit aux gens, la mémoire fait défaut. Qui pensez-vous qu'ils croiront? Kevin a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il savait que j'avais raison. Je me suis retourné vers le téléphone, vers les messages qui exposaient ma mort comme un rendez-vous chez le dentiste.
Clinique, programmé, inévitable. Je dois les copier, ai-je dit. Tous. Et ensuite, je veux que vous répariez ce téléphone comme si de rien n'était. Peux-tu faire ça, Stella? Qu'est-ce que tu vas faire? Je pensais à Robert faisant les 100 pas dans la cuisine la nuit dernière, vérifiant son téléphone. Avait-il vérifié ses messages, s'assurant qu'ils étaient toujours en attente, planifiant mon meurtre avec le même soin qu'il avait utilisé pour planifier nos vacances à Acadia l'été dernier? Je vais découvrir qui est elle, ai-je dit doucement. Je vais découvrir exactement ce qu'il prépare, et ensuite, je m'assurerai que le seul enterrement qui aura lieu en janvier sera celui de sa réputation. Kevin m'a regardé fixement. Puis, lentement, il a hoché la tête et a sorti son propre téléphone. Je vais prendre des captures d'écran. Je les enverrai à mon adresse email cryptée. Des preuves. Pendant qu'il photographiait chaque message, je me suis forcé à les relire, à voir au-delà du choc et de la terreur, et à me concentrer sur ce qu'ils révélaient. Robert planifiait cela depuis des mois. Il avait préparé le terrain avec notre médecin de famille, me faisant passer pour instable. Il avait examiné nos finances, nos assurances, notre planification successorale. Il avait trouvé quelqu'un, ce mystérieux elle, pour l'aider, ou peut-être pour s'enfuir avec après. Et il avait été si confiant, si certain du succès, qu'il avait programmé des messages à envoyer après ma mort, une chronologie de triomphe. Il avait cependant commis une erreur cruciale, une petite erreur arrogante que les hommes comme Robert commettent toujours. Il m'avait sous-estimé. Il avait regardé sa femme de 66 ans avec ses cours de yoga, ses clubs de lecture et ses dîners au saumon et avait vu quelqu'un de facile à effacer. Il avait oublié que les bibliothécaires sont des chercheurs, que nous savons comment trouver des informations, comment retracer des liens, comment construire des dossiers à partir de faits dispersés. Il avait oublié que les femmes de mon âge ne survivent pas aussi longtemps en étant naïves. Kevin a fini de photographier les messages et m'a rendu le téléphone. Et maintenant? Maintenant, vous réparez cet écran à la perfection, ai-je dit. Et quand Robert viendra le chercher demain, vous lui direz que tout a fonctionné parfaitement. Aucune donnée perdue, aucun problème. Et vous? J'ai glissé le téléphone dans mon sac à main. Je rentre à la maison pour préparer le dîner. Et ensuite, je vais découvrir tous les secrets que mon mari a gardés. Je suis sorti de cette boutique de réparation dans l'après-midi d'octobre. Le soleil se couchait sur Casco Bay, peignant l'eau d'un rouge doré. Beau, trompeur, comme 41 ans de mariage qui avaient caché un complot de meurtre sous leur surface calme. Robert me voulait morte d'ici le 12 janvier. Il allait être déçu. J'ai cuisiné le saumon ce soir-là avec le genre de précision qui vient de la mémoire musculaire, saisir 4 minutes de chaque côté, finir avec du citron et de l'aneth, des asperges rôties en accompagnement. Je me suis déplacé dans notre cuisine avec ses carreaux de métro blancs que j'avais choisis et les casseroles en cuivre que la mère de Robert nous avait offertes en cadeau de mariage, et je me suis senti comme une étrangère dans ma propre vie. Robert est rentré à 18h15, exactement comme il l'avait fait pendant 41 ans. J'ai entendu sa clé dans la serrure, le rythme familier de ses pas dans le couloir. Il est apparu dans l'embrasure de la porte de la cuisine, portant toujours sa blouse blanche de dentiste, et a souri. Quelque chose sent merveilleusement bon, a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Ses lèvres semblaient glacées contre ma peau. Comment s'est passée ta journée, ai-je demandé, ma voix stable, égale, la voix que j'avais perfectionnée au cours de 4 décennies de mariage. Longue. Madame Patterson avait besoin d'un traitement de canal. Et tu sais comme elle est bavarde. Il a desserré sa cravate. Ce petit geste de retour à la maison que j'avais observé des milliers de fois. Et toi? Que as-tu fait aujourd'hui? C'était le test. J'ai posé la spatule et me suis tourné pour lui faire face. J'ai emmené ton téléphone chez Kevin. Il finira les derniers tests cette nuit pour que tu puisses le récupérer demain. J'ai observé son visage, guettant la moindre lueur de panique, le resserrement autour de ses yeux. Le moindre signe qu'il se souvenait de ce qui était caché dans ce téléphone. Rien. Son sourire n'a pas vacillé. Oh, merveilleux. Merci, ma chérie. Je n'arrête pas de me dire qu'il faut que je le fasse. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur, a sorti une bière. Kevin, il a fait son bon travail habituel? Parfait comme toujours, ai-je dit, et je me suis retourné vers le saumon. Il ne se doutait de rien.
Il avait planifié mon meurtre avec une telle confiance qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit que le téléphone pourrait le trahir. Ou peut-être avait-il simplement oublié ses messages programmés, cachés dans une fonctionnalité qu'il supposait que je ne découvrirais jamais. L'arrogance. Ce serait sa chute. Nous avons dîné à table, juste nous deux, dans la salle à manger qui avait autrefois accueilli 5 personnes. Robert a parlé d'une nouvelle assistante dentaire qu'il avait embauchée. De la saison décevante des Red Sox, de la prochaine visite de notre fils Michael pour Thanksgiving. Une conversation normale, des mensonges confortables enveloppés dans la routine de 41 ans. En fait, Robert a dit, en posant sa fourchette. J'ai pensé aux vacances. Peut-être devrions-nous inviter tout le monde ici cette année. Toute la famille. Ce pourrait être notre dernier grand rassemblement avant. Il s'est interrompu, a fait un geste vague. Avant quoi, ai-je demandé, bien qu'une sensation glaciale se formait dans mon estomac. Avant que nous ne soyons trop vieux pour cette grande maison, a-t-il dit doucement. J'ai pensé que nous devrions prendre plus petit. Peut-être un appartement, moins d'entretien. Il a tendu la main sur la table, a tapoté la mienne. Et honnêtement, Stella, je me suis inquiété pour toi. Les escaliers, ta mémoire ces derniers temps. Je pense que quelque chose de plus petit serait mieux. Ma mémoire? Il préparait le terrain même au dîner, plaidant pour mon incompétence, mon déclin. À combien d'autres personnes en avait-il parlé? Depuis combien de temps construisait-il ce récit? Ma mémoire va très bien, ai-je dit doucement. Bien sûr que oui, ce sourire condescendant. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi, pour nous. Après le dîner, Robert s'est retiré dans son bureau, une pièce où j'entrais rarement, son domaine de revue dentaire et de dossiers financiers. J'ai nettoyé la cuisine avec la même précision que j'avais utilisée pour cuisiner. Et puis je suis monté dans notre chambre. Notre chambre. Je l'ai regardé avec des yeux nouveaux. Le lit queen que nous avions partagé pendant 41 ans. Les photographies sur la commode. Notre mariage. Les enfants à différents âges. Les petits-enfants. Les lunettes de lecture de Robert sur la table de chevet. Mes romans policiers empilés à côté de la lampe. De quel côté du lit elle dormirait-elle une fois que je serais morte? Je me suis assise au petit bureau dans le coin, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Trouver elle ne serait pas facile. Une seule initiale ne laissait aucune trace. Mais Robert était une créature d'habitude, et les habitudes laissent des schémas. J'ai commencé par ses emails. Je connaissais son mot de passe depuis des années, les mêmes chiffres que son téléphone, l'anniversaire de sa mère. Il ne s'était jamais donné la peine de me cacher ses comptes. Pourquoi l'aurait-il fait? Je n'étais que Stella, sa femme agréable, qui ne pleurait jamais, ne questionnait jamais. Sa boîte de réception ne révélait rien d'inhabituel. Des emails du cabinet dentaire, des confirmations pour des heures de départ au golf, des newsletters de sociétés d'investissement. J'ai remonté de 3 mois, 6 mois, à la recherche de quoi que ce soit adressé à quelqu'un avec un nom en L. Rien. J'ai vérifié son dossier d'éléments envoyés, ses éléments supprimés, son spam. Les heures passaient. En bas, j'ai entendu la porte du bureau de Robert s'ouvrir, ses pas se dirigeant vers la cuisine pour sa tasse de thé nocturne. La maison s'est installée dans ses bruits familiers autour de moi, et j'ai continué à chercher. À 23 heures, j'ai trouvé le premier fil. C'était dans un dossier que j'avais presque manqué, intitulé « Gestion du cabinet ». Enfoui parmi des emails légitimes sur la planification et les fournitures, il y avait un message datant de 3 mois, adressé à une personne nommée El Hardy. Le contrat est prêt pour votre examen. Une fois finalisé, nous pourrons avancer avec le partenariat. J'ai joint les états financiers que vous aviez demandés. Comme vous pouvez le voir, le cabinet est assez rentable, plus que suffisant pour nous deux. Partenariat. El Hardy n'était pas une amante. Du moins, pas seulement une amante. C'était des affaires. J'ai ouvert la pièce jointe. C'était un état financier détaillé du cabinet dentaire de Robert, mais les chiffres ne correspondaient pas à ce qu'il m'avait montré pour nos impôts. Le cabinet valait près de 2 millions de dollars, le triple de ce que j'avais cru. Et il y avait une note en bas. Calendrier de liquidation des actifs, janvier 2025. Janvier, le mois où j'étais censé mourir. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais d'autres emails de El Hardy. Il y en avait 7 autres, chacun soigneusement caché dans ce dossier anodin.
L'histoire a émergé comme une photographie se développant dans une chambre noire. Elle Hardy, Laura Hardy, était une consultante en affaires que Robert avait engagée il y a 6 mois. Les emails étaient professionnels au début, discutant de l'évaluation du cabinet et des acheteurs potentiels, mais au 3e email, le ton avait changé. J'apprécie votre discrétion concernant les aspects personnels de cette transition. Comme nous en avons discuté, une rupture nette avec votre situation actuelle rendra la vente et la relocalisation beaucoup plus simples. J'attends avec impatience notre nouvel arrangement. Situation actuelle. Il parlait de moi. Et puis, dans un email doux, j'ai réservé l'appartement à Boca Raton. 2 chambres, vue sur l'océan, comme vous l'avez demandé. Nous pouvons conclure la vente dès que vos affaires ici seront réglées. Je joins les photos de l'annonce. Je pense que vous approuverez. J'ai cliqué sur la pièce jointe. Un condominium de luxe, tout en marbre blanc et baies vitrées donnant sur l'Atlantique. 2 millions de dollars selon le prix de l'annonce, à acheter avec l'argent du cabinet de Robert et, vraisemblablement, de mon assurance vie. J'ai pris des captures d'écran de tout, je me les suis envoyées par email à une adresse que Robert ne connaissait pas, puis j'ai effacé l'historique de mon navigateur. Il était plus de minuit quand je me suis enfin glissé dans le lit à côté de mon mari. Il dormait déjà, ronflant doucement, un bras jeté sur mon oreiller. Je suis resté dans le noir et je l'ai écouté respirer. Combien de nuits avions-nous dormi ainsi? Combien de matins m'étais-je réveillé à ses côtés? Comment n'avais-je jamais vu ce qui se cachait sous la surface? Où l'avais-je vu et avais-je simplement choisi de ne pas regarder? Le lendemain matin, je me suis rendu à la bibliothèque publique de Portland, où j'avais travaillé pendant 37 ans. Je connaissais chaque recoin de ce bâtiment, chaque ressource, chaque base de données de recherche. Plus important encore, je connaissais les gens. Stella. Marian Andrew, la bibliothécaire de référence en chef, a levé les yeux de son bureau avec un plaisir sincère. Qu'est-ce qui t'amène? On te manque déjà? Impossible de rester loin, ai-je dit en souriant. Marian, j'ai besoin d'une faveur. J'ai besoin de faire des recherches sur quelqu'un, mais il faut que ce soit fait discrètement. L'expression de Marian s'est durcie. Elle avait travaillé avec moi pendant 20 ans. Elle savait quand quelque chose n'allait pas, viens dans mon bureau. Je lui ai raconté une version de la vérité, que je soupçonnais Robert de préparer quelque chose de financier, peut-être de vendre son cabinet, peut-être de prévoir de partir. Que j'avais besoin d'informations sur son associé. Je n'ai pas mentionné le meurtre. Pas encore. Cette vérité était trop grande, trop impossible à dire à voix haute. Laura Hardy, répéta Marian en tapant sur son ordinateur. Voyons ce que nous pouvons trouver. Ce que nous avons trouvé au cours des 3 heures suivantes était accablant. Laura Hardy avait 42 ans, une consultante en affaires spécialisée dans les acquisitions de cabinets médicaux. Elle avait travaillé sur une douzaine de ventes de cabinets au cours des 5 dernières années. Elle était basée à Boston mais voyageait fréquemment. Elle était divorcée, sans enfant, et selon son profil LinkedIn, elle avait récemment déménagé à Portland, dans le Maine, pour superviser une nouvelle acquisition importante. Elle est d'ici, ai-je demandé. Très d'ici. Marian a cliqué sur les registres de propriété. Elle a acheté un appartement en centre-ville il y a 6 mois. Pearl Street, avec vue sur le port. Payé comptant, 800 000 $. D'où une consultante en affaires tirerait-elle ce genre d'argent? Marian a dû voir la question sur mon visage. Tu veux que je creuse plus loin? S'il te plaît. À midi, Marian avait retracé l'historique financier de Laura Hardy à travers les registres publics et les registres professionnels. La femme était noyée sous les dettes. Son entreprise précédente avait fait faillite de manière spectaculaire 2 ans auparavant, la laissant avec des prêts impayés et des créanciers. L'appartement de Portland avait été acheté par l'intermédiaire d'une société écran, et l'argent, les yeux de Marian s'écarquillèrent en trouvant cela. L'argent avait été transféré d'un compte appartenant au cabinet dentaire de Robert. Stella, dit Marian prudemment, cette femme semble détourner des fonds du cabinet de ton mari. Où il la finance, ai-je terminé, volontairement. Robert avait donné à Laura Hardy 800 000 $. Il lui avait promis un appartement de luxe à Boca Raton. Il prévoyait de vendre son cabinet pour 2 millions et de disparaître avec elle en janvier. Et la seule chose qui se dressait sur son chemin, c'était moi. Il y a autre chose, dit Marian, sa voix baissant. J'ai trouvé des dossiers judiciaires.
Laura Hardy a fait l'objet d'une enquête pour fraude envers les personnes âgées dans le Massachusetts il y a 3 ans. Un client l'a accusé de l'avoir manipulée pour qu'il lui cède ses actifs. L'affaire a été classée sans suite faute de preuves. Mais Stella, elle a un mode opératoire. Fraude envers les personnes âgées. J'avais 66 ans. Robert en avait 68. Pour qui me prend-il, à quel point me croit-il stupide, ai-je murmuré. Quoi? Il se fait arnaquer. Il pense qu'il planifie ma mort, mais c'est elle qui planifie la sienne. J'ai regardé Marian, les pièces du puzzle s'assemblant. Il lui donne de l'argent, me faisant passer pour incompétente pour justifier le meurtre, rédigeant probablement un testament qui lui laisse tout par un arrangement quelconque. Et une fois que je suis morte et qu'il m'a tuée, elle le tient. Il serait un meurtrier. Elle pourrait tout contrôler. Le visage de Marian était devenu pâle. Stella, nous devons appeler la police tout de suite. Et leur dire quoi? Que mon mari prépare peut-être quelque chose en se basant sur des messages programmés et des transferts financiers qui pourraient tous avoir des explications innocentes? J'ai secoué la tête. J'ai besoin de plus. J'ai besoin de preuves de ce qu'il prépare. J'ai besoin de savoir exactement comment il a l'intention de me tuer. Comment vas-tu? Mon téléphone a sonné. Le numéro de Robert. J'ai répondu, la voix calme. Allô? Stella. Où es-tu? La voix de Robert était tendue par quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Colère, peur. À la bibliothèque. Pourquoi? J'ai besoin que tu rentres à la maison maintenant. Nous avons un visiteur. Qui? Il y a eu une pause. Le docteur Patterson est passé parce que tu étais trop anxieuse pour venir au cabinet. Il a accepté une brève visite à domicile pour examiner le dépistage cognitif qu'il dit avoir dans ses dossiers. La pièce a tangué. Je n'ai jamais eu d'évaluation cognitive. Si, tu en as eu une. Le mois dernier, tu ne te souviens pas? Sa voix a pris ce ton condescendant. Stella, c'est exactement ce qui nous inquiète. S'il te plaît, rentre à la maison. Le docteur Patterson attend. Il a raccroché. J'ai regardé fixement le téléphone. Marian me regardait, son visage plein de peur et de sympathie. Il fabrique des dossiers médicaux, ai-je dit lentement. Il implique notre médecin de famille dans cette affaire, créant une documentation sur ma prétendue démence. Il est en train de monter son dossier en ce moment même, Stella. Si je rentre à la maison, le docteur Patterson m'examinera. Robert l'aura briefé sur ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut documenter. Il créera une trace écrite montrant que je suis incompétente. Je me suis levé, mes jambes chancelantes. Et une fois que cette trace existera, quand je mourrai, personne ne remettra cela en question. Juste une tragédie. Une femme atteinte de démence, peut-être un accident, peut-être qu'elle s'est trompée dans ses médicaments. C'est comme ça qu'il prévoyait de le faire. Pas de violence, rien qui ne laisserait de preuves, juste un déclin lent et documenté qui rendrait ma mort inévitable. Attendu, triste, mais pas suspecte. Qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Marian. Je pensais à Robert qui attendait à la maison avec le docteur Patterson. Je pensais à Laura Hardy dans son appartement du centre-ville acheté avec l'argent de mon mari. Je pensais à ces messages programmés qui décomptaient jusqu'à ma mort. Je vais rentrer à la maison, ai-je dit, et je vais passer cette évaluation cognitive et je vais la réussir parfaitement. Et ensuite? Ensuite, je vais découvrir chaque détail de leur plan et je vais le démanteler pièce par pièce. J'ai pris mon sac à main, me suis dirigé vers la porte. Marian, j'ai besoin que tu continues tes recherches. Tout ce que tu peux trouver sur Laura Hardy, chaque cas sur lequel elle a travaillé, chaque client qu'elle a eu. Peux-tu faire ça? Bien sûr, mais Stella, sois prudente. J'ai été prudente pendant 66 ans, ai-je dit. Il est temps d'être autre chose. J'ai roulé vers la maison à travers les rues d'Automne, passé le port où les touristes photographiaient le phare, passé le café où Robert et moi prenions le petit déjeuner le dimanche. Tout semblait identique, beau, normal. Tout était un mensonge. La Mercedes argentée du docteur Patterson était garée dans notre allée. Je me suis garé à côté, j'ai vérifié mon apparence dans le rétroviseur. Soignée, calme, complètement saine d'esprit. Je suis entré dans ma maison pour trouver mon mari et mon médecin qui attendaient dans le salon, et sur la table basse entre eux se trouvait un dossier intitulé « Évaluation cognitive Stella Hammond ».
Robert m'a souri. Te voilà, ma chérie. Le docteur Patterson a quelques inquiétudes dont il aimerait discuter. Bien sûr, ai-je dit en m'asseyant sur la chaise en face d'eux. Et tandis que le docteur Patterson ouvrait ce dossier rempli de résultats de tests fabriqués, j'ai réalisé quelque chose que Robert avait oublié dans sa planification minutieuse. J'avais passé 37 ans en tant que bibliothécaire. Je savais comment rechercher, comment documenter, comment construire un dossier en béton, et j'avais passé 41 ans en tant que sa femme. Je connaissais ses habitudes, ses manies, ses faiblesses. Il m'avait rendu invisible en me sous-estimant. Maintenant, cette invisibilité serait ma plus grande arme. Alors, Stella, commença le docteur Patterson en sortant une série de papiers. Votre mari vous a amené le mois dernier pour des tests cognitifs de routine. Vous vous en souvenez? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai menti avec 41 ans de pratique derrière moi. L'évaluation cognitive du docteur Patterson était conçue pour me faire échouer. Je l'ai vu immédiatement dans la façon dont les questions étaient structurées, dans la façon dont Robert me regardait avec une anticipation à peine dissimulée, attendant que je trébuche. En quelle année sommes-nous, Stella? 2024 le 8 octobre, pour être précise. Mardi. Vous portez la cravate bleue que votre femme vous a offerte pour votre anniversaire le mois dernier. J'étais à la fête, et vous avez mangé du saumon hier soir parce que je peux le sentir sur votre haleine quand vous vous penchez en avant. Le docteur Patterson a cligné des yeux. À côté de lui, la mâchoire de Robert s'est crispée de manière presque imperceptible. L'évaluation a duré 40 minutes. J'ai répondu parfaitement à chaque question, récité des séries de chiffres à l'envers et à l'endroit, dessiné des cadrans d'horloge avec des aiguilles précises, nommé des objets, rappelé des listes. J'étais polie, vive, indéniablement compétente. Eh bien, dit finalement le docteur Patterson en fermant son dossier d'un claquement sec. Votre fonction cognitive semble tout à fait normale aujourd'hui, Stella. Peut-être y a-t-il eu une erreur dans les tests précédents. Peut-être n'y a-t-il eu aucun test précédent, dis-je doucement. Le silence s'installa dans la pièce. Le visage de Robert resta soigneusement neutre, mais je vis ses mains se crisper sur la coudoir de son fauteuil. Stella, commença-t-il. Tu es confuse. Non, Robert, je ne le suis pas, je me suis tourné vers le docteur Patterson. Docteur, je ne suis jamais allé à votre cabinet pour des tests cognitifs. Je n'ai jamais eu de rendez-vous pour un dépistage de la démence, et pourtant vous avez un dossier à mon nom contenant des résultats fabriqués. J'aimerais beaucoup savoir comment cela s'est produit. Le visage du docteur Patterson a rougi. Madame Hammond, je peux vous assurer que ces dossiers sont faux. Ils sont faux. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la table basse et j'ai pris le dossier. Il est daté du 12 septembre. Le 12 septembre, j'étais à Boston à une conférence de bibliothécaires. J'ai des reçus d'hôtel, des registres de présence à la conférence et des photographies avec des collègues. Je n'étais nulle part près de votre cabinet. J'avais vérifié les dates ce matin-là à la bibliothèque, en consultant mon calendrier, mes relevés de carte de crédit. Je savais que Robert aurait créé une sorte de trace écrite, et je devais prouver que c'était de la fiction. Il doit y avoir une erreur, dit le docteur Patterson, mais sa voix avait perdu son autorité. Il regardait Robert maintenant, la confusion et un premier soupçon d'inquiétude traversant ses traits. Oui, ai-je convenu. Il y a eu une erreur délibérée. J'ai ouvert le dossier, sorti les formulaires d'évaluation. Ce ne sont même pas vos formulaires, docteur. L'entête est légèrement différent. L'adresse indique suite 240, mais votre cabinet est dans la suite 204. Je le sais parce que j'y suis allé une douzaine de fois au fil des ans. Quelqu'un a créé ces documents, mais il n'a pas été assez prudent. Robert se leva brusquement. Stella, je pense que tu as besoin de te reposer. Tu es visiblement contrarié. Je ne suis pas contrarié. J'ai les idées claires. Peut-être pour la première fois depuis des années. Je me suis retourné vers le docteur Patterson. Docteur, mon mari vous a-t-il demandé de créer de faux dossiers médicaux, ou les a-t-il créés lui-même et prévoyait-il de vous les faire valider? Je ne. Le docteur Patterson bégayait maintenant, rassemblant ses papiers avec des mains tremblantes. Je pense qu'il y a eu un grave malentendu, Robert. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. C'est une excellente idée, dit Robert doucement, se dirigeant vers la porte. Stella,
Pourquoi ne te reposes-tu pas à l'étage pendant que le docteur Patterson et moi réglons ça? Non. Le mot est sorti plus dur que je ne l'avais prévu. Je ne vais nulle part. En fait, docteur, je pense que vous devriez partir maintenant, et je pense que vous devriez réfléchir très attentivement à ce que vous direz de cette visite, car les faux dossiers médicaux sont un crime grave. Le docteur Patterson a pratiquement fui. J'ai entendu sa Mercedes démarrer, le crissement du gravier alors qu'il reculait trop rapidement de notre allée. Robert et moi nous tenions dans le salon, face à face, à travers 41 ans de mariage. Stella, dit-il enfin, sa voix prenant un ton raisonnable et mesuré. Je sais ce que ça a l'air, mais tu dois comprendre. Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète depuis des mois. Ta mémoire, ta confusion. Arrête. J'ai levé une main. Nous savons tous les deux que je ne suis pas confuse. Nous savons tous les deux exactement ce qui se passe ici. Quelque chose a changé sur son visage. Le masque de l'inquiétude a glissé juste un instant, et j'ai vu en dessous. Un calcul froid. De l'irritation face à un plan qui a mal tourné. Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe exactement? Demanda-t-il doucement. Je pense que tu prévois de me faire déclarer incompétente pour pouvoir contrôler nos biens. Je pense que tu as une liaison avec une femme nommée Laura Hardy. Je pense que sa main s'est tendue et a attrapé mon poignet. Pas assez fort pour faire mal, mais assez fort pour choquer. En 41 ans, Robert ne m'avait jamais attrapé. Tu as fouillé dans mes affaires, a-t-il dit, et sa voix était différente maintenant, plus froide. Mes emails, mes dossiers. Tes comptes non verrouillés, ai-je corrigé en libérant mon poignet. Tu n'as jamais pris la peine de cacher quoi que ce soit parce que tu n'as jamais pensé que je regarderais. Tu m'as sous-estimé. Clairement. Il a reculé, s'est passé une main dans les cheveux. Quand il m'a regardé de nouveau, le masque était de retour, mais plus fin maintenant, transparent. Très bien, parlons honnêtement. Oui, je prévois de vendre le cabinet. Oui, Laura m'aide. Nous sommes devenus proches. Je ne savais pas comment te le dire. Comment me dire que tu prévois de partir, ou comment me dire que tu prévois de me tuer d'abord? Les mots restèrent suspendus dans l'air entre nous. Le visage de Robert devint blanc, puis rougit de colère. C'est insensé, dit-il, mais sa voix vacilla. Je ne ferai jamais. 12 janvier, ai-je dit. C'est la date sur tes messages programmés. Ceux où tu dis à Laura, elle, comme tu l'appelles, que l'enterrement est terminé et que votre nouvelle vie commence. Je les ai tous lus, Robert. Chaque mot. Il s'assit lourdement sur le canapé, le visage dans les mains. Pendant un long moment, il ne parla pas. Quand il leva enfin les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça, dit-il doucement. Stella, je suis tellement désolé, mais tu dois comprendre. Je suis malheureux depuis des années, des décennies peut-être. Ce mariage, cette vie, ça m'étouffe. Laura me fait me sentir à nouveau vivant. Ce sont les larmes qui m'ont le plus choqué. Elles semblaient réelles. Peut-être l'étaient-elles. Peut-être croyait-il vraiment à sa propre justification. Alors pars, ai-je dit. Demande le divorce. Tu n'as pas besoin de me tuer pour être avec elle. Ce n'est pas si simple. Il a essuyé ses yeux et maintenant sa voix a pris une qualité suppliante. Le cabinet, la maison, tout ce que nous avons construit, ce sont des biens communs. Un divorce me ruinerait financièrement. Le cabinet vaut 2 millions de dollars, Stella. J'ai travaillé toute ma vie pour ça. Je ne peux pas en donner la moitié. Alors, tu préférerais me tuer pour ça? Non. Mon Dieu, non. Je n'ai jamais. Il s'arrêta. Sembla reconsidérer. Les messages n'étaient pas sérieux. C'était un jeu de rôle fantastique. Laura et moi, nous étions justes. Ne fais pas ça. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Un dernier fil de la femme que j'avais été. Ne m'insulte pas avec plus de mensonges. Je sais pour l'appartement à Boca Raton. Les 800 000 que tu lui as déjà donnés. Son historique de fraude envers les personnes âgées. Je sais tout. Le visage de Robert s'est durci. Si tu sais tout, alors tu sais que tu ne peux pas arrêter ça. Je suis l'exécuteur testamentaire. Je contrôle les décisions médicales si tu deviens incompétente. Et avec les dossiers du docteur Patterson, je peux te faire déclarer incompétente quand je le veux.
Tu n'as aucun pouvoir ici, Stella. Tu n'en as jamais eu. Le docteur Patterson ne soutiendra pas de faux dossiers maintenant. Pas après aujourd'hui. Ah non? Robert a souri, et c'était un sourire terrible. Il est mon ami depuis 20 ans. Nous jouons au golf ensemble. Nos femmes sont amies, et c'est lui qui devra faire face aux conséquences de ces dossiers fabriqués, pas moi. Je lui dirai que tu les as trouvés, que tu les as créés toi-même dans le cadre de ta démence. La preuve que tu es délirante, paranoïaque. Qui penses-tu qu'il protégera? Sa réputation ou la tienne? La vérité m'a frappé comme de l'eau froide. Le docteur Patterson se protégerait, ce qui signifiait protéger l'histoire de Robert. Je les avais acculés tous les deux, et maintenant il n'aurait d'autre choix que de redoubler d'efforts. Et si tu essaies de le dire à quelqu'un d'autre, continua Robert, se levant maintenant, se dirigeant vers moi avec le même calme mesuré qu'il utilisait avec les patients difficiles, je te ferai interner pour évaluation. Garde psychiatrique, 72 heures minimum. Et quand tu sortiras, si tu sors, tu auras un dossier psychiatrique pour accompagner ton déclin cognitif. Personne ne croira un mot de ce que tu diras. Il avait raison. Le système le croirait, lui, le dentiste respecté, plutôt que moi. Surtout avec des dossiers médicaux fabriqués et un internement psychiatrique à l'appui. J'avais commis une erreur tactique. Je l'avais confronté trop tôt. Avant d'avoir des preuves irréfutables, avant d'avoir monté un dossier assez solide pour résister à sa contre-attaque. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demandai-je doucement. Maintenant, Robert vérifia sa montre. Maintenant, j'ai un appel à passer. Ensuite, nous allons nous asseoir et en discuter comme des adultes rationnels. Nous allons trouver un accord sur la façon dont ce mariage se termine, pacifiquement, à l'amiable. Ou je passe l'appel pour te faire évaluer. À toi de choisir, Stella. Il est sorti de la pièce, son téléphone déjà à la main. J'ai entendu la porte de son bureau se fermer. Je suis resté dans notre salon, tremblante de rage et de peur, et réalisant avec horreur que je l'avais sous-estimé tout autant qu'il m'avait sous-estimé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Marian. Trouver quelque chose d'urgent. Peux-tu venir à la bibliothèque? N'appelle pas, viens juste. J'ai regardé vers le bureau de Robert. Derrière cette porte fermée, il passait son appel. À Laura, au docteur Patterson, à quelqu'un d'autre dans cette conspiration. J'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? La voix de Robert venait de l'embrasure de la porte du bureau. Dehors, ai-je dit. Nous n'avons pas fini de parler. Si, pour l'instant. J'ai croisé son regard. Tu as dit que j'avais le choix. Je le fais. Je pars. Si tu sors par cette porte, alors quoi? Tu me feras interner? Vas-y, essaie. Mais je leur dirai tout, Robert. À propos de Laura Hardy. À propos de l'argent que tu lui as donné. À propos des messages programmés planifiant ma mort. Voyons quelle histoire ils croiront. C'était du bluff. Je le savais. Il le savait probablement aussi. Mais ça m'a fait gagner du temps. Je suis sorti de ma maison, suis monté dans ma voiture et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'ai vu Robert debout sur le pas de la porte, son téléphone pressé contre son oreille, me regardant partir. L'après-midi d'octobre était devenu gris, des nuages arrivant de l'Atlantique. La pluie arrivait. Je pouvais la sentir dans l'air. À la bibliothèque, Marian attendait dans son bureau, le visage pâle. « Que as-tu trouvé ?» demandai-je. Elle tourna son écran d'ordinateur vers moi. Dessus, il y avait un article de presse du Boston Globe datant de 8 mois. Le propriétaire d'un cabinet dentaire retrouvé mort dans un suicide apparent. L'associé commercial sous enquête. J'ai lu l'article avec une horreur grandissante. Le docteur James Cole, un dentiste de Boston, avait été retrouvé mort chez lui, un suicide apparent par surdose de médicaments. Son associé, une consultante nommée Laura Hardy, avait fait l'objet d'une enquête pour irrégularité financière, mais n'avait jamais été inculpé. Le cabinet avait été vendu peu de temps après, ses actifs liquidés. Il y a plus, dit Marian doucement, en cliquant sur un autre article. 2 ans avant ça, un autre dentiste dans le Connecticut. Même schéma. Laura Hardy comme consultante. Mort soudaine, cabinet liquidé. Cette affaire a été classée comme un accident.
Monoxyde de carbone dans son garage. Combien, ai-je murmuré. 3 que je peux trouver. Peut-être plus. Les mains de Marian tremblaient. Stella, elle a déjà fait ça. Elle trouve des professionnels qui réussissent, des hommes plus âgés, les aide à planifier une sorte de stratégie de sortie, et puis ils meurent. Et à chaque fois, elle s'en sort avec une fortune, et aucune charge n'est retenue. 3 hommes, tous morts, tous classés comme suicide ou accident. Tous après s'être associés avec Laura Hardy. Robert ne sait pas, ai-je dit lentement. Il pense qu'ils l'utilisent. Il pense qu'ils vont me tuer et s'enfuir ensemble. Mais c'est elle qui prévoit de le tuer, lui aussi. Après qu'il m'ait tué, peut-être même en faisant passer ça pour un meurtre-suicide. Mari coupable, femme morte, fin tragique. Tu dois le prévenir. Pourquoi devrais-je? Les mots sont sortis amers. Il prévoit de m'assassiner. Peut-être qu'elle devrait le tuer en premier. Stella, non. Tu as raison. J'ai pressé mes mains sur mes tempes, essayant de réfléchir. S'il meurt, tout devient compliqué. Enquête d'assurance, bataille successorale, et nos enfants. Je me suis arrêté. Nos enfants, Michael, Michel et Jennifer. 3 adultes qui seraient dévastés par la mort de leur père, qui hériteraient de tout, qui ne sauraient jamais que leur père avait prévu d'assassiner leur mère, à moins que je ne puisse le prouver. Je dois parler à Laura Hardy, ai-je dit, face à face. C'est insensé. Elle est dangereuse. Elle a tué au moins 3 personnes. Elle n'a jamais été prise, ce qui signifie qu'elle est prudente, calculatrice. Elle ne risquera pas d'être exposée en me faisant quoi que ce soit directement. J'ai attrapé mon sac à main. Où habite-t-elle? Pearl Street. Mais Stella. Fais-moi confiance, je sais ce que je fais. Je ne le savais pas. Pas vraiment. Mais je n'avais plus le temps pour une planification minutieuse. Robert faisait ses manœuvres, et je devais faire les miennes plus rapidement. L'appartement de Laura Hardy se trouvait dans un entrepôt reconverti surplombant le port. Tout en briques apparentes et en baies vitrées. Le genre d'endroit qui criait l'argent. De l'argent qu'elle avait obtenu de mon mari. J'ai sonné à son appartement. Pas de réponse. J'ai réessayé. Oui. Sa voix est venue par l'interphone, douce et cultivée. Mademoiselle Hardy, je m'appelle Stella Hammond. Je crois que vous connaissez mon mari, Robert. J'aimerais vous parler. Une longue pause, puis, montez. 4e étage. L'ascenseur est monté lentement, me donnant le temps de remettre en question chaque décision qui m'avait amené ici. Mais les portes se sont ouvertes et elle était là, attendant sur le pas de sa porte. Laura Hardy était belle. Pas de manière évidente. Elle avait 42 ans, des cheveux gris parsemant sa chevelure sombre et des rides autour des yeux. Mais il y avait quelque chose de magnétique en elle, une intelligence dans son regard que j'ai immédiatement reconnue. C'était une prédatrice, et elle était très douée dans ce qu'elle faisait. Madame Hammond, dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. Je vous attendais. L'appartement était meublé de façon minimaliste mais coûteuse. Murs blancs, mobilier moderne, cette vue à $1 million sur le port. Vraiment, ai-je dit. Robert m'a appelé ce matin. Il s'inquiète pour vous. Il dit que vous agissez de manière paranoïaque, que vous fouillez dans ses affaires, que vous portez des accusations. Elle versa 2 verres de vin, m'en offrit un. Je ne l'ai pas pris. Il craint que vous ne souffriez de démence précoce. Comme c'est pratique pour vous deux. Laura sourit et posa le vin. Ne jouons pas, Stella. Nous sommes toutes les deux des femmes intelligentes. Vous savez ce qui se passe. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je vais vous arrêter, ai-je dit, tous les deux. Non, vous n'allez pas le faire. Elle s'assit sur le canapé blanc, croisa élégamment les jambes. Parce que vous ne pouvez rien prouver. Ces messages programmés. Robert dira que c'était une blague. Un jeu auquel nous jouions. L'argent, des investissements commerciaux. Les faux dossiers médicaux. Il blâmera le docteur Patterson. Prétendra qu'il a été trompé. Tout peut être expliqué. Vous avez déjà fait ça. 3 fois au moins. 3 hommes morts. Des coïncidences tragiques. Son sourire ne vacilla pas, enquêté et innocenté à chaque fois. Parce que je suis très prudente, Stella.
Et très patiente. Pourquoi me dites-vous ça? Parce que je veux que vous compreniez votre situation. Laura se pencha en avant. Robert a l'intention de vous tuer. Il s'y est engagé maintenant. Son cabinet est sous contrat. L'argent a été transféré. Notre vie en Floride est organisée. Mais voici ce qu'il ne sait pas. Je n'ai pas besoin de lui. Je n'en ai jamais eu besoin. Mon sang se glaça. Que voulez-vous dire? Je veux dire que Robert a rempli son rôle. Il m'a donné accès à ses biens. A mis tout en mouvement. Mais une fois que vous serez morte, il deviendra un passif. Un meurtrier avec une conscience coupable. Un homme qui pourrait craquer sous la pression, qui pourrait avouer. Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre surplombant le port. Alors, voici ce qui va se passer. Robert va vous tuer, peu importe comment il l'a prévu, quelle que soit la méthode qu'il a choisie. Et puis, rempli de remords, il va se suicider. Un tragique meurtre-suicide. Le cabinet sera liquidé pour régler la succession. Et moi, en tant que son associé et consultante, je faciliterai cette liquidation moyennant des honoraires substantiels. Bien sûr. Vous êtes folle. Je suis pratique, et je vous donne un choix. Elle se tourna pour me faire face. Travaillez avec moi. Aidez-moi à prouver que Robert a l'intention de vous tuer. Nous irons à la police ensemble. Vous, l'épouse inquiète, moi, l'associé inquiète, nous le dénoncerons, nous vous sauverons la vie, et il ira en prison. Le cabinet devra toujours être vendu, mais vous serez en vie pour en profiter. Vous voulez que je trahisse mon mari? Je veux que vous surviviez. Et en retour, vous partagerez les produits de la vente du cabinet avec moi. 1 million de dollars pour vous, 1 million pour moi. Vous vivez. Je suis payé. Robert va en prison. Tout le monde y gagne, sauf Robert, bien sûr. Je la regardais fixement. Cette femme qui avait tué 3 hommes et qui m'offrait maintenant un pacte avec le diable. Pourquoi vous ferais-je confiance? Parce que vous n'avez pas le choix. Robert va vous tuer, Stella. Bientôt. Peut-être cette semaine. Peut-être ce soir. Votre seule chance est d'agir en premier, avec moi. Elle s'approcha, sa voix baissant. Ou vous pouvez essayer de l'arrêter seule et finir comme une autre statistique tragique. Une autre femme âgée atteinte de démence qui a accidentellement fait une overdose de ses médicaments. Comment pensez-vous qu'il le prépare? Des pilules? Un accident dans les escaliers. Du monoxyde de carbone pendant que vous dormez. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Robert. Où es-tu? Nous devons parler. Rentre à la maison. Laura m'a vu le lire. Il s'impatiente. Il passe à l'action. Qu'est-ce que ce sera, Stella? Vous associez avec moi par amour ou rentrez chez votre mari et tentez votre chance. J'ai regardé cette femme qui avait tué 3 hommes, qui prévoyait de tuer mon mari, qui m'offrait la survie au prix de la trahison. Et j'ai réalisé que quelque part au cours des dernières 48 heures, j'étais entré dans un piège sans bonne issue. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit. Vous avez jusqu'à minuit. Après ça, j'appelle Robert et je lui dis que vous êtes venu ici, que vous savez tout, qu'il doit agir immédiatement. Le sourire de Laura était froid. Choisissez judicieusement, Stella. Votre vie en dépend. Je suis sorti de cet appartement sous la pluie d'octobre, mon téléphone vibrant avec un autre SMS de Robert. Stella, s'il te plaît, rentre à la maison. Je m'inquiète pour toi. J'avais 8 heures jusqu'à minuit. 8 heures pour décider si je devais faire confiance à une tueuse en série ou affronter seul le complot meurtrier de mon mari. 8 heures pour trouver comment survivre à un jeu où les 2 joueurs me voulaient morte. Je ne suis pas rentré chez moi. Au lieu de cela, je suis allé au seul endroit de Portland où je pouvais penser clairement, l'Eastern Promenade qui surplombe la baie de Casco. La pluie avait cessé, laissant la soirée d'octobre froide et vive. Je me suis assise sur un banc face à l'eau et j'ai essayé d'organiser le chaos des dernières 48 heures en quelque chose qui ressemblait à un plan. Robert me voulait morte pour l'argent et la liberté. Laura voulait Robert mort pour l'argent et la sécurité. Tous deux croyaient que j'étais superflue, naïve, facile à manipuler ou à éliminer. Ils avaient tous les deux tort. Mon téléphone a sonné. Michael, mon fils aîné. J'ai failli ne pas répondre, mais l'instinct d'une mère est difficile à ignorer. Maman, où es-tu?
Papa m'a appelé. Il est mort d'inquiétude. Je vais bien, Michael. J'avais juste besoin de prendre l'air. Il dit que tu as agi bizarrement, paranoïaque. Il a mentionné quelque chose à propos de faux dossiers médicaux. La voix de Michael avait ce ton prudent que les gens utilisent quand ils pensent parler à quelqu'un d'instable. Maman, est-ce que tu te sens bien? Ainsi, Robert travaillait déjà sur les enfants, semant des graines, construisant son récit. Michael, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Ton père te ment. Maman, non. Écoute, il prépare quelque chose. Quelque chose de terrible. J'ai trouvé des preuves. Des preuves de quoi? Maintenant, Michael semblait vraiment inquiet. Pas pour moi. Pour mon état mental. Maman. Papa dit que tu as fouillé dans ses affaires, que tu as porté des accusations sur son associé. Il est vraiment inquiet pour toi. Nous le sommes tous. Nous. Michel et Jennifer sont en route depuis Boston. Elles seront là ce soir. Nous pensons que tu devrais peut-être voir quelqu'un. Un spécialiste. Papa a trouvé un très bon établissement. Cet établissement? Les mots sont sortis plats. Il veut me faire interner. Pas interner, juste évaluer. Maman, tu n'as pas l'air d'être toi-même. J'ai fermé les yeux. C'était le plan B de Robert. S'il ne pouvait pas me tuer discrètement, il me ferait hospitaliser. Et une fois que je serais enfermée, sous médicaments, déclarée incompétente, il pourrait faire ce qu'il voudrait de nos biens, de notre vie. Et quand je mourrais enfin dans cet établissement, ou après, personne ne remettrait cela en question. Michael, le 12 septembre, où étais-je? Quoi? Septembre. Où étais-je? Une pause. Je ne sais pas, pourquoi? Parce que ton père a des dossiers médicaux prétendant que j'étais au cabinet du docteur Patterson pour des tests cognitifs ce jour-là. Mais en réalité, j'étais à Boston pour une conférence de bibliothécaire. J'ai des preuves, des reçus, des photos, des registres de présence. Quelqu'un a créé de faux documents, Michael. Quelqu'un essaie de me faire passer pour incompétente alors que je ne le suis pas. Silence à l'autre bout du fil. Puis, pourquoi papa ferait-il ça? Parce qu'il a l'intention de me quitter. Il y a une femme nommée Laura Hardy. Il lui a donné 800 000 $. Il vend son cabinet et il a besoin que je sois déclarée incompétente pour pouvoir tout contrôler sans un divorce compliqué. La voix de Michael s'est éteinte. C'est fou, maman. Est-ce que ça l'est? Ou est-ce que ça explique tout ce qui s'est passé? Le comportement secret de ton père. L'inquiétude soudaine pour ma mémoire, la pression pour prendre plus petit, pour simplifier nos finances. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je vais lui en parler. Ne le fais pas, le mot est sorti plus sec que je ne l'avais prévu. Michael, s'il te plaît, ne lui dis pas que nous avons parlé de ça. Pas encore. Viens juste à Portland. Regarde les preuves que j'ai. Ensuite, décide ce que tu crois. Maman, si ce que tu dis est vrai. C'est vrai. Et c'est pire que tu ne le penses, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Peux-tu faire ça? Il a soupiré. D'accord, je viendrai. Mais j'emmène Michel et Jennifer avec moi. Nous nous assiérons tous ensemble et nous réglerons ça. Merci. J'ai terminé l'appel avant qu'il ne puisse entendre ma voix se briser. Le soleil se couchait sur la baie, peignant l'eau de rouge et d'or, magnifique et froid, comme tout le reste dans ma vie ces derniers temps. J'avais 3 heures jusqu'à minuit. 3 heures avant l'expiration de l'ultimatum de Laura. J'avais besoin d'un plan qui n'impliquait pas de faire confiance à une tueuse en série ou d'affronter seul le complot meurtrier de mon mari. J'ai appelé Marian. J'ai besoin de tout ce que tu as trouvé sur Laura Hardy. Tout. Et j'ai besoin que tu m'aides avec autre chose. N'importe quoi. J'ai besoin de tout documenter. Chaque email, chaque transfert financier, chaque preuve. Je veux que ce soit organisé, daté, avec des références croisées, et je veux que ce soit fait dans les 2 prochaines heures. Stella, qu'est-ce que tu prépares? Je prévois de survivre. Nous avons travaillé dans le bureau de Marian. La bibliothèque était calme autour de nous après la fermeture. Marian a imprimé des emails, des dossiers financiers, des articles de presse sur les précédentes victimes de Laura.
J'ai rédigé une chronologie détaillée de tout ce qui s'était passé, de chaque découverte, de chaque menace. Nous avons tout organisé dans un dossier. Des preuves qui racontaient une histoire complète. L'histoire d'une femme luttant pour sa vie contre 2 prédateurs. C'est suffisant pour aller à la police, a dit Marian en regardant les documents assemblés. Non, ça ne l'est pas. Tout ici peut être expliqué. Les emails sont de la correspondance commerciale. Les transferts d'argent sont des investissements. Les messages programmés sont, selon Robert, des blagues. Laura n'a jamais été inculpée dans ces autres décès. J'ai fermé le dossier. J'ai besoin de quelque chose d'irréfutable. Un aveu. Une action si clairement criminelle que personne ne pourra la nier. Comment obtiens-tu ça? En leur faisant croire qu'ils ont gagné. À 21h, j'ai appelé Laura Hardy. Je le ferai, ai-je dit. Votre plan. Je travaillerai avec vous, mais je veux des garanties. Venez à mon appartement. Nous discuterons des termes. Non, un lieu public. Le café sur Congress Street. 22h, une pause. Très bien, venez seul. Je ne suis pas allé seul. Marian a suivi à distance, assise à une table séparée avec son ordinateur portable, prête à documenter tout ce qui se passerait. Laura est arrivée exactement à 22h, se glissant dans la banquette en face de moi. Elle a commandé un cappuccino, a souri à la serveuse comme si nous étions de vieilles amies ayant une conversation agréable. Alors, vous avez décidé d'être intelligente, a-t-elle dit. J'ai décidé de rester en vie. Ce n'est pas la même chose. C'est assez proche. Elle a sorti un dossier remarquablement similaire à celui que j'avais créé avec Marian. J'ai tout documenté. Les transferts financiers de Robert à moi, les faux dossiers médicaux, les messages programmés. J'ai des copies aussi. Il me les a montrés en pensant que ça m'amuserait. Homme arrogant. Vous vous attendez à ce que je croie que vous allez le trahir? Je le trahis déjà. La question est de savoir si vous êtes assez intelligente pour accepter de l'aide. Elle a fait glisser le dossier sur la table. C'est tout ce dont la police aura besoin. Nous y allons ensemble demain matin. Nous leur disons que nous avons toutes les 2 découvert le plan de Robert. 2 témoins crédibles. Ils l'arrêteront immédiatement. J'ai regardé le dossier. Il était complet. Accablant. Presque trop parfait. Et après son arrestation, ai-je demandé. Après, vous m'engagez pour aider à liquider le cabinet. Je reçois mes honoraires pour le travail que j'ai déjà fait. Vous gardez le reste. Nous nous en sortons toutes les 2 indemnes. Sauf pour les 3 hommes que vous avez tués. Son sourire ne vacilla pas, je n'ai tué personne. 3 hommes sont morts. Je n'ai rien à voir avec ça. Aucune preuve, aucune accusation, aucun lien. Et si vous essayez de faire un lien, vous devrez expliquer comment vous le savez, ce qui signifie expliquer comment vous avez enquêté sur moi, ce qui vous fait paraître paranoïaque, instable. Elle se pencha en avant. Acceptez-le, Stella. Je suis votre meilleure option, votre seule option. Qu'est-ce qui vous fait penser que je ne vais pas aller à la police moi-même, tout de suite? Parce que vous n'êtes pas stupide. Vous savez qu'ils ne vous croiront pas sans preuve. Et le temps que vous rassembliez cette preuve, vous serez morte. Elle a vérifié sa montre. En parlant de ça, mon délai est passé. Vous avez fait votre choix en venant ici. Alors, allons-y. Son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et son expression a légèrement changé. Un resserrement autour de ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Robert, il me demande où je suis. Elle a tapé une réponse, a posé le téléphone. Il devient nerveux. Il passe à l'action. Quel genre de manœuvre? Le genre qui se termine avec vous morte. Probablement ce soir. Il me demande de venir chez vous. Dit qu'il a besoin d'aide pour quelque chose. Elle m'a regardé. Il a l'intention de le faire ce soir, Stella. Et il veut que je sois là pour l'aider à mettre en scène, à faire passer ça pour un accident. Le café m'a soudain semblé trop froid, trop exposé. À travers la fenêtre, je pouvais voir Congress Street, les passants du soir, le monde normal qui vaquait à ses occupations pendant que ma vie chancelait au bord du gouffre. Alors nous appelons la police maintenant, ai-je dit. Et on leur dit quoi? Que votre mari a envoyé un SMS à son associé?
Ce n'est pas un crime. Laura se leva. Non, on s'en tient au plan. Demain matin, on y va ensemble avec les preuves. Ce soir, vous restez dans un endroit sûr. Un hôtel. Ne rentrez pas chez vous. Il saura que quelque chose ne va pas, laissez-le savoir. Laissez-le paniquer. Les hommes paniqués font des erreurs. Elle a ramassé son dossier. Je vous retrouve au poste de police demain matin. 9 heures précises. Ne soyez pas en retard et ne faites rien de stupide. Elle est partie avant que je puisse répondre, disparaissant dans la nuit d'octobre. Marian s'est matérialisée à mon coude. L'as-tu eu ? J'ai sorti le petit enregistreur de mon sac à main, un enregistreur numérique que j'avais emprunté à la collection de livres audio de la bibliothèque. Chaque mot. Elle a avoué travailler avec Robert. Elle a confirmé son plan de me tuer. C'est différent. J'ai empoché l'enregistreur, mais c'est un début. Et maintenant ? Maintenant, je rentre chez moi. Stella, elle a dit ? Elle a dit que Robert prépare quelque chose ce soir, ce qui signifie que je dois être là pour l'arrêter et pour le documenter. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes affaires. Marian, si quelque chose m'arrive, si je ne t'appelle pas d'ici minuit, emmène ce dossier à la police. Dis-leur tout. Je n'aime pas ça. Moi non plus. Mais j'ai 66 ans et j'en ai assez d'être sous-estimé. Par Robert, par Laura, par tous ceux qui pensent que l'âge vous rend faible. Je lui ai touché l'épaule. Merci pour tout. J'ai roulé vers la maison à travers des rues devenues inconnues, menaçantes. Chaque voiture derrière moi pouvait me suivre. Chaque ombre pouvait cacher un danger. Mais j'avais passé 41 ans dans cette maison, et je n'allais pas laisser la peur me chasser de mon propre foyer. La voiture de Robert était dans l'allée. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la cuisine. Je suis resté un moment dans ma voiture, vérifiant mon téléphone. Un SMS de Michael. Nous sommes en route. On devrait être là vers 23 heures. Papa dit de ne pas l'attendre. Il dit que tu as besoin de repos. Repos. Un autre mot pour inconscience, vulnérabilité. J'ai répondu par SMS, ne venez pas à la maison. Retrouvez-moi au poste de police demain matin, 9 heures. Amenez Michel et Jennifer. C'est important. Puis je suis sorti de la voiture et j'ai marché vers ma maison. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Je suis entré, mes sens en alerte, consciente de chaque son, de chaque ombre. Robert, ai-je appelé. Dans la cuisine, ma chérie. Je l'ai trouvé à table, une bouteille de vin ouverte, 2 verres servis. Il m'a souri en me voyant. Le même sourire que j'avais vu 10 000 fois auparavant. Chaleureux, familier, mortel. J'étais inquiet, a-t-il dit. Je suis content que tu sois à la maison. Vraiment ? Bien sûr. Il a fait un geste vers le vin. Assieds-toi, s'il te plaît. Nous devons parler. J'ai regardé les verres. Le vin était mon préféré. Un pinot noir de l'Oregon. Cher. Une bouteille que nous gardions pour les grandes occasions. Qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé, sans bouger. On ne fait rien. On règle les choses. Il a pris son verre, a bu une gorgée. Je sais que tu as eu peur, Stella, que tu as été confuse. Je sais que tu as trouvé des choses qui t'ont inquiété, mais je peux tout expliquer. Si seulement tu veux bien t'asseoir et écouter. Je suis resté debout. Où est Laura ? Sa main s'est crispée sur le verre. Laura, ton associée ? La femme à qui tu as donné 800 000 $. La femme avec qui tu prévois de t'enfuir après ma mort. Où est-elle ? Stella, pour l'amour de Dieu. Elle ne vient pas, n'est-ce pas ? Tu lui as envoyé un SMS, tu lui as demandé de venir t'aider, mais elle n'a pas répondu parce qu'elle en a fini avec toi, Robert. Elle a eu ce qu'elle voulait. Et maintenant tu es seul avec une femme qui sait tout et un complot de meurtre qui s'effondre. Robert a posé son verre très prudemment. Quand il m'a regardé, le masque avait complètement disparu. Pas de chaleur, pas de faux-semblants, juste une évaluation froide. Que sais-tu exactement ? Demanda-t-il. Tout. Les messages, l'argent, l'histoire de Laura, les 3 hommes qu'elle a tués. Ton plan pour faire passer ma mort pour un accident. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai levé, et j'ai tout enregistré.
Des preuves, assez pour t'envoyer en prison pour complot en vue de commettre un meurtre. Tu bluffes. Vraiment? J'ai fait jouer la voix de Laura depuis l'enregistreur dans mon sac à main. Il a l'intention de le faire ce soir, Stella, et il veut que je sois là pour l'aider à mettre en scène. Le visage de Robert est devenu blanc, puis rouge. Il s'est levé et j'ai vu ses mains trembler de rage ou de peur. Je ne pouvais pas dire. Tu as tout gâché, a-t-il dit doucement. 41 ans, et tu as tout gâché en 2 jours. J'ai tout gâché? Tu as prévu de m'assassiner. J'avais prévu d'être libre. Il a frappé la main sur la table, faisant sauter les verres de vin. Libre de ce mariage étouffant, de cette vie ennuyeuse, de cette prison de responsabilité. Laura m'a offert une issue, une nouvelle vie. Et toi? Il m'a pointé du doigt, son doigt tremblant. Tu ne pouvais pas simplement l'accepter. Tu devais enquêter, t'ingérer, tout gâcher. Et maintenant? Ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Prévois-tu toujours de me tuer ici ce soir, avec tes enfants en route? Ça l'a arrêté. Les enfants. J'ai appelé Michael, je lui ai tout dit. Il vient ici avec Michel et Jennifer. Ils seront là dans moins d'1 heure. Un mensonge, mais un mensonge utile. Et j'ai envoyé toutes les preuves à mon avocat et à la police. Tu ne peux plus me faire taire, Robert. C'est fini. Il m'a regardé fixement et j'ai observé le calcul dans ses yeux, pesant les options, évaluant les voies de sortie, essayant de trouver un moyen de sauver son plan. Puis ses épaules se sont affaissées, il s'est rassis, a pris le verre de vin, l'a vidé. Tu te crois si intelligente, a-t-il dit doucement. Mais tu ne comprends pas ce que tu as fait. Laura n'en a pas fini avec moi. Elle en a fini avec nous deux. Ces autres hommes, ils ne sont pas morts parce qu'elle voulait de l'argent. Ils sont morts parce qu'ils sont devenus des passifs, des menaces, et maintenant nous le sommes tous les deux. Un frisson m'a parcouru l'échine. Que veux-tu dire? Je veux dire que Laura Hardy ne laisse pas de traces. Et nous sommes des traces, Stella. Tous les deux. Elle a des preuves contre moi, et maintenant elle a la preuve que tu sais pour elle. Elle ne peut laisser aucun de nous parler à la police, alors elle va. La fenêtre de la cuisine a volé en éclats. Je me suis jeté au sol instinctivement, une pluie de verre tombant autour de moi. Robert a plongé sous la table. Pendant un instant, il n'y a eu que le silence et le son de notre respiration haletante, puis des bruits de pas sur le porche arrière, lents, mesurés, se dirigeant vers la porte. Les yeux de Robert ont rencontré les miens à travers le sol de la cuisine. Et à ce moment-là, j'y ai vu une terreur authentique. Une terreur qui correspondait à la mienne. Elle est là, a-t-il murmuré. Mon Dieu, aide-nous. Elle est là. La poignée de la porte arrière a tourné lentement. Nous n'avions plus affaire à une arnaqueuse, ni à une intrigante qui travaillait par la manipulation et les documents falsifiés. Nous avions affaire à une tueuse qui avait décidé d'éliminer ses témoins. Et elle entrait. La porte arrière s'est ouverte lentement et Laura Hardy est entrée dans ma cuisine comme si elle en était la propriétaire. Elle portait des gants, en cuir noir, et ne tenait rien de visible. Mais sa présence remplissait la pièce d'une menace froide. Debout, tous les deux, dit-elle calmement. Lentement, Robert et moi nous sommes relevés du sol, le verre craquant sous nos chaussures. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes, mais mon esprit était clair. Cristallin. C'était le moment auquel je m'étais préparé, même si je ne le savais pas, Laura, commença Robert. Je peux expliquer. Tu m'as envoyé 6 SMS ce soir, l'interrompit-elle en s'avançant dans la cuisine. Des messages désespérés, me suppliant de venir t'aider à gérer Stella. Tu as fait de moi une co-conspiratrice dans un meurtre, Robert. Tu l'as mis par écrit. Pensais-tu vraiment que j'ignorerais ce passif? Je n'ai jamais voulu. Bien sûr que non. Tu ne penses jamais au-delà de tes besoins immédiats. C'est pourquoi tu es un criminel exécrable. Elle me jeta un coup d'œil. Et toi, si intelligente. Enregistrant notre conversation, rassemblant des preuves, jouant les détectives. Tu aurais dû aller à la police immédiatement. Au lieu de ça, tu es rentré chez toi pour le confronter. Erreur fatale. La police a tout, ai-je dit, si quelque chose nous arrive. Non, ils n'ont rien. Tu bluffes. Je peux le dire. Laura sourit. Tu voulais d'abord plus de preuves.
Tu voulais le prendre sur le fait, obtenir un aveu. Tu es trop minutieuse pour aller à la police avec un dossier incomplet. C'est l'instinct d'une bibliothécaire. Compléter la recherche avant de tirer des conclusions. Elle avait raison, et elle le savait. Le dossier était toujours avec Marian. L'enregistrement dans mon sac à main. Rien n'avait encore été livré à la police. Alors, quel est ton plan, demandai-je, forçant ma voix à rester stable. Nous tuer tous les deux? Ça fait 2 meurtres, Laura. Beaucoup plus difficile à expliquer qu'un seul accident. Pas quand c'est un meurtre-suicide. Elle se dirigea vers la bouteille de vin sur la table. Un mari désemparé qui prévoyait de tuer sa femme se fait surprendre par elle. Ils se battent. Il la poignarde. Elle prit le couteau sur le comptoir, celui que j'avais utilisé pour couper les citrons pour le dîner. Et puis, rongé par la culpabilité, il se suicide. Fin tragique d'un mariage de 41 ans. Tout le quartier en parlera pendant des années. Ils mèneront l'enquête, dit Robert, la voix tremblante. Ils trouveront les transferts financiers, les preuves. Des preuves que je fournirai moi-même. En tant qu'associé inquiète qui a essayé de prévenir Stella de l'état mental déclinant de son mari, de sa paranoïa, de ses fantasmes violents. Laura posa le couteau, nous regarda tous les deux. J'ai déjà fait ça. Je sais comment construire un récit. La question est, qui de vous demeure en premier? Elle jouait avec nous, appréciait cela, et j'ai réalisé quelque chose de crucial. Laura Hardy était la plus dangereuse quand elle pensait avoir gagné. Tu as fait une erreur, dis-je doucement. Laura Hardy. Ah oui? Oui. Tu as supposé que je suis rentré seul ce soir. Tu as supposé que je n'ai dit à personne où j'allais. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai tenu pour qu'elle puisse voir l'écran. Je suis en communication ouverte avec Marian Andrew à la bibliothèque publique de Portland depuis 20 minutes. Elle a tout entendu, chaque mot que tu as dit. Le sourire de Laura a vacillé juste une seconde, mais c'était suffisant. Tu mens. Vraiment? J'ai activé le haut-parleur. Marian, es-tu là? Je suis là, Stella. La voix de Marian a rempli la cuisine, fine mais claire à travers le haut-parleur du téléphone. Et j'ai tout enregistré. Laura Hardy, j'appelle la police en ce moment sur mon autre ligne. Ils sont en route. Le visage de Laura est devenu blanc, puis a rougi de rage. Elle s'est avancée rapidement vers moi, essayant d'attraper le téléphone. J'avais passé 41 ans à être sous-estimée, à être vue comme douce, passive, sûre. J'ai jeté le café chaud de ma tasse directement sur son visage. Laura a crié, reculant en titubant, ses mains se portant à ses yeux. Robert s'est jeté sur le couteau sur le comptoir, mais j'y suis arrivé la première, l'écartant de deux. Dehors, ai-je dit à Robert. Porte d'entrée, maintenant. Mais maintenant, nous avons couru à travers le salon, passant devant 41 ans de photos de famille et de meubles soigneusement choisis. Par la porte d'entrée, dans la nuit d'octobre. Derrière nous, j'ai entendu Laura se remettre, jurer, se frayer un chemin à travers la cuisine. Les mains de Robert tremblaient alors qu'il cherchait ses clés de voiture. Elle va nous tuer. Non, elle ne le fera pas. Pas maintenant. Pas avec des témoins et des enregistrements. J'ai attrapé son bras. Mais nous devons nous rendre au poste de police tout de suite, avant qu'elle ne s'enfuit. Nous sommes montés dans sa voiture. Ses mains tremblaient trop pour qu'il puisse conduire. Alors j'ai conduit, quelque chose que je n'avais pas fait avec Robert sur le siège passager depuis des années. Nous avons dévalé main joie vers le poste de police sur Middle Street. Et j'ai rappelé Marian. La police arrive vraiment, ai-je demandé. En route pour ta maison. Je les ai appelés dès que Laura a admis qu'elle planifiait un meurtre. Ils ont écouté l'enregistrement. La voix de Marian était haletante. Stella, es-tu en sécurité? J'y arrive. Retrouve-nous au poste. Apporte tout. Le département de police de Portland était illuminé comme un phare. Je me suis garé sur le parking et nous sommes pratiquement tombés de la voiture. À l'intérieur, le sergent de nuit a levé les yeux, alarmé par notre apparence débraillée. Nous devons signaler une tentative de meurtre, ai-je dit. Et un complot, et une fraude, et nous avons des preuves. En quelques minutes, nous étions dans une salle d'interrogatoire. 1 heure plus tard, Marian est arrivée avec le dossier et les enregistrements. 2 heures plus tard,
la détective Melissa Morgan examinait tout ce que nous avions compilé avec une expression de choc grandissant. « Madame Hammond, dit-elle prudemment, vous me dites que votre mari a conspiré avec Laura Hardy pour vous assassiner et qu'ensuite elle a tenté de vous tuer tous les deux lorsque vous avez découvert le complot? C'est exactement ce que je vous dis. J'ai croisé son regard, et j'ai la preuve de tout. Robert était assis à côté de moi, la tête dans les mains. Lorsque la détective lui a demandé de confirmer mon histoire, il a simplement hoché la tête. Je voulais sortir du mariage, a-t-il dit doucement. J'ai rencontré Laura il y a 6 mois. Elle était si vibrante, vivante. Elle m'a fait me sentir jeune à nouveau. Quand elle a suggéré que je pouvais liquider le cabinet, repartir à zéro, j'ai sauté sur l'occasion. Il m'a regardé et il y avait des larmes dans ses yeux. Mais je n'ai jamais voulu te tuer, Stella. Je jure que c'était entièrement l'idée de Laura. Elle a dit que c'était le seul moyen, qu'un divorce me ruinerait financièrement, que tu n'accepterais jamais un règlement. Elle n'arrêtait pas de pousser, de planifier, et j'ai suivi parce que je suis un lâche. Alors, les messages programmés, demanda la détective Cole. Laura les a écrits. Elle a dit que c'était juste un fantasme, un jeu. Je n'ai jamais pensé qu'elle le ferait vraiment. Sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais pensé que tout ça arriverait vraiment. C'était un mensonge, ou un demi-mensonge. Robert m'avait voulu morte. Les preuves étaient claires. Mais maintenant, face aux conséquences, il essayait de rejeter entièrement la faute sur Laura, se faisant passer pour la victime manipulée plutôt que pour le co-conspirateur. Je ne l'ai pas contredit. Pas encore. Laissons-le penser que je lui pardonnerai, que je l'aiderai à monter sa défense. La vérité finirait par éclater, lors des dépositions et des procès et d'un examen minutieux des preuves. Laura Hardy est extrêmement dangereuse, ai-je dit à la détective Cole. Elle a déjà tué, au moins 3 fois. Des hommes dans des situations identiques à celle-ci. J'ai des documents. Marian s'est avancée avec des articles de journaux, des notes de recherche, des chronologies. L'expression de la détective Cole s'est assombrie à mesure qu'elle lisait. Nous avons émis un avis de recherche pour Hardy, et votre enregistrement est admissible en vertu des règles de consentement à une seule partie du Maine, a-t-elle dit. Nous aurons des agents chez vous, Madame Hammond, et nous aurons besoin de déclarations complètes de vous deux. Cela va prendre plusieurs heures. Je ne vais nulle part, ai-je dit. Nous sommes restés dans cette salle d'interrogatoire jusqu'à l'aube, racontant l'histoire encore et encore. La version de Robert mettait l'accent sur la manipulation de Laura, sa nature prédatrice, sa faiblesse et ses regrets. Ma version était plus simple, la vérité, documentée et prouvable. À 5 heures du matin, mes enfants sont arrivés, Michael, Michel et Jennifer, leurs visages pâles de choc et de peur. Ils avaient reçu mon SMS leur demandant de se retrouver au poste de police et avaient conduit toute la nuit depuis Boston. Maman. Michael m'a prise dans ses bras. Papa nous a appelés, il a dit que quelque chose de terrible s'était passé. Est-ce que tu vas bien? Par-dessus son épaule, j'ai vu Robert nous regarder, son visage plein de remords fabriqués et d'espoir désespéré. Je vais bien, ai-je dit. Mais il y a beaucoup de choses que je dois vous dire sur votre père, surtout. Nous nous sommes assis dans une salle de conférence, nous tous enfin, et j'ai raconté la vérité à mes enfants, leur montrant les preuves, les messages programmés, les transferts financiers, les faux dossiers médicaux, l'histoire de Laura Hardy. J'ai vu leur visage changer à mesure qu'ils écoutaient, je les ai vus regarder leur père avec une horreur et une incrédulité grandissante. Papa? La voix de Michel était faible. Est-ce que c'est vrai? Robert a ouvert la bouche, l'a refermée. Que pouvait-il dire? Les preuves étaient accablantes. Ses explications étaient minces comme du papier. J'ai fait de terribles erreurs, a-t-il dit finalement. J'étais faible, stupide. Mais je n'ai jamais voulu vraiment faire de mal à votre mère. Vous devez me croire. Tu as programmé des messages sur son enterrement, a dit Jennifer, la voix dure. Tu as donné 800 000 $ à une autre femme. Tu as essayé de faire déclarer maman incompétente. Laura m'a manipulé. Tu es un adulte. Les mains de Michael tremblaient. Tu es notre père. Tu ne peux pas tout rejeter sur quelqu'un d'autre. Tu as fait des choix. Tu as choisi de trahir maman. Tu as choisi de planifier son meurtre. Ce n'était jamais réel, a insisté Robert. Juste un fantasme. Arrête. J'ai levé une main.
Robert, arrête de leur mentir, de te mentir à toi-même, de me mentir. J'ai regardé mes enfants. Votre père me voulait morte pour pouvoir commencer une nouvelle vie avec l'argent de son cabinet et de mon assurance vie. Il a impliqué Laura Hardy parce qu'il avait besoin d'aide pour mettre ça en scène. Elle a joué le jeu parce qu'elle a vu une opportunité de tout prendre et de nous éliminer tous les deux. Ils sont tous les deux coupables. Le degré peut différer, mais ils ont tous les deux prévu de me tuer. Le silence a rempli la salle de conférence. Dehors, l'aube se levait sur Portland, peignant le ciel de rose et d'or. Michelle s'est mise à pleurer. Jennifer a passé son bras autour de sa sœur. Michael a juste regardé son père avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Un rejet complet. Je pense, a dit Michael lentement, que tu vas avoir besoin d'un avocat, papa. Et tu ne resteras avec aucun de nous en attendant le procès. Le visage de Robert s'est effondré. Michael, s'il te plaît. Non. Mon fils s'est levé. Tu as essayé de tuer notre mère. On ne peut pas revenir en arrière après ça. La détective Cole est apparue dans l'embrasure de la porte. Environ 2 heures après l'incident, nous avons localisé Laura Hardy alors qu'elle tentait d'embarquer sur un vol pour Miami. Nous l'avons en garde à vue. Un soulagement m'a envahi si intensément que j'ai dû m'asseoir. Elle demande un avocat, a poursuivi la détective, mais elle fait aussi des déclarations, essayant de négocier un accord. Elle prétend que vous, elle a fait un signe de tête à Robert, étiez le principal planificateur. Qu'elle n'était qu'une consultante qui s'est retrouvée dépassée. Bien sûr qu'elle l'était. Laura Hardy était une survivante, et les survivants jettent les autres sous le bus quand c'est nécessaire. Nous aurons besoin de plus de déclarations, a dit la détective Cole. De vous tous. Ce sera une longue enquête. Combien de temps, ai-je demandé? Des mois, peut-être plus. Nous envisageons un complot en vue de commettre un meurtre, une tentative de meurtre, une fraude, un détournement de fonds. La liste ne cesse de s'allonger. Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Madame Hammond, vous avez fait un travail incroyable en rassemblant ces preuves. La plupart des victimes ne le voient jamais venir. Je ne suis pas la plupart des victimes, ai-je dit doucement. À 7 heures du matin, nous avons enfin été autorisés à partir. Michael a proposé de me ramener à la maison, mais j'ai refusé. J'avais besoin de voir ma maison, mon foyer, à la lumière du jour. J'avais besoin de le reprendre à la violence qu'il avait envahi la nuit dernière. Robert était détenu pour un interrogatoire plus approfondi. Il serait inculpé à terme. Les preuves étaient trop solides. Son avocat plaiderait la manipulation, la capacité diminuée, n'importe quoi pour réduire sa peine, mais il irait en prison. J'en étais certaine. Laura Hardy se battrait plus durement. Elle avait l'expérience des enquêtes, de la construction de récits, mais cette fois, elle avait laissé trop de témoins, trop de preuves. L'enregistrement de Marian était accablant. Mon témoignage était détaillé et crédible. Et surtout, elle était devenue arrogante. Elle avait sous-estimé une bibliothécaire de 66 ans et en avait payé le prix. Je suis rentré seul en voiture à travers des rues que je connaissais depuis 41 ans, passant devant le café, la librairie et la boutique de réparation de Kevin où tout cela avait commencé. La maison était entourée de rubans de police. Des agents traitaient encore la scène, photographiant la fenêtre brisée, recueillant des preuves, documentant l'effraction de Laura. Je me suis tenu sur le trottoir et j'ai regardé ma maison. Notre maison. L'endroit où j'avais élevé 3 enfants, célébré 41 anniversaires, vécu une vie que je croyais sûre et prévisible. Madame Hammond. Un jeune officier s'est approché. Nous avons presque terminé ici. Vous devriez pouvoir rentrer cet après-midi. Y a-t-il un endroit où vous pouvez rester en attendant? Je vais trouver quelque chose. Madame, hésita-t-il. Pour ce que ça vaut, vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. Ce que vous avez fait la nuit dernière, appeler votre ami, tout enregistrer, jeter ce café. Vous vous êtes sauvé la vie, et probablement celle de votre mari aussi. Il n'est plus mon mari, ai-je dit. Plus d'aucune manière qui compte. Je me suis éloigné de cette maison, suis remonté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à l'Eastern Promenade. Le même banc où je m'étais assise hier, essayant de donner un sens au chaos. La baie était calme ce matin, reflétant le lever du soleil. Belle, paisible, trompeuse dans sa tranquillité,
tout comme mon mariage l'avait été. Mon téléphone a sonné, un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô, Madame Hammond. C'est l'avocat Mike Cole. Je représente votre mari. Je n'ai rien à lui dire. Je comprends, mais je voulais que vous sachiez que Robert veut plaider coupable. Il est prêt à coopérer pleinement avec l'accusation, à témoigner contre Laura Hardy et à accepter la peine que le tribunal déterminera. Il m'a demandé de vous dire qu'il est désolé et qu'il sait qu'il ne mérite pas le pardon. Il a raison. Il ne le mérite pas, il veut aussi que vous sachiez qu'il m'a chargé de veiller à ce que vous conserviez tous les biens matrimoniaux, la maison, le produit de la vente du cabinet, tout. Il ne se battra pas avec vous pour le divorce ou le règlement de la propriété. J'ai ri, un son sans humour. Quelle générosité. Il me donnera ce qui m'appartient déjà pendant qu'il ira en prison pour avoir tenté de me tuer. Madame Hammond. Dites à Robert que désolé ne suffit pas, dites-lui que 41 ans de tromperie ne peuvent pas être effacés par un plaidoyer de culpabilité. Et dites-lui que j'espère qu'il vivra une très longue vie en prison, en pensant chaque jour à ce qu'il a jeté. J'ai raccroché. Le soleil était complètement levé maintenant, réchauffant la matinée d'octobre. Autour de moi, Portland se réveillait. Des joggeurs sur le sentier, des chiens promenés, le rythme ordinaire de la vie qui continuait malgré les événements extraordinaires des dernières 48 heures. J'avais survécu. Grâce à l'intelligence, au courage et au refus d'être la victime que tout le monde supposait que je serais. Mais la survie n'était que le début. Venait maintenant la partie difficile. Reconstruire une vie à partir des décombres d'un mensonge de 41 ans. 3 mois plus tard, je me tenais dans la salle d'audience et regardais Laura Hardy recevoir sa sentence, 25 ans pour complot en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, fraude et une liste d'autres chefs d'accusation dont la lecture a pris 5 minutes au juge. Elle s'était battue jusqu'au bout, ses avocats construisant des défenses élaborées. Mais l'enregistrement de Marian avait été irréfutable. Mon témoignage avait été inébranlable. Et lorsque les enquêteurs ont creusé plus profondément dans ces 3 décès précédents, ils ont trouvé des schémas, des irrégularités financières, un calendrier suspect, des témoins qui avaient eu peur de parler auparavant. Laura Hardy mourrait probablement en prison. Elle m'a regardé alors que les huissiers l'emmenaient, son visage un masque de fureur froide. J'ai soutenu son regard sans broncher. Elle m'avait sous-estimé, et cette erreur lui avait tout coûté. La condamnation de Robert avait été plus calme, plus triste. 12 ans pour complot en vue de commettre un meurtre, peine réduite en raison de sa coopération et de son plaidoyer de culpabilité. Son avocat avait soutenu qu'il avait été manipulé, que Laura avait été l'architecte principal du complot. La juge était restée impassible. « Vous êtes un homme de 68 ans, avait-elle dit depuis son siège, regardant Robert avec un dégoût à peine dissimulé. Un professionnel, un père et un grand-père. Vous avez choisi de participer à un complot pour assassiner votre femme de 41 ans plutôt que d'avoir une conversation honnête sur le divorce. Ce choix révèle une profonde faillite morale, peu importe qui a initié le plan. Mes enfants avaient assisté à sa condamnation. Ils s'étaient assis derrière moi, silencieux, leur soutien une présence physique dans mon dos. Lorsque Robert s'était tourné pour nous regarder avant d'être emmené, aucun d'eux n'avait rencontré son regard. Le divorce avait été finalisé il y a 2 semaines. J'ai gardé la maison, les comptes de retraite et ma part du produit de la vente du cabinet dentaire après que le séquestre nommé par le tribunal a clôturé la vente en mars 2025. L'avocat de Robert avait tenu sa promesse. Robert n'a rien contesté. Peut-être se sentait-il vraiment coupable. Ou peut-être avait-il simplement reconnu que se battre ne ferait qu'empirer les choses. Je m'en fichais. J'avais ce dont j'avais besoin pour reconstruire. Aujourd'hui, je rencontrais l'agent immobilier. La maison de Mainjoie il était trop grande pour une personne, trop pleine de fantômes et de souvenirs brisés. J'ai décidé de la vendre et d'acheter quelque chose de plus petit. Un appartement avec vue sur le port peut-être, quelque chose qui serait entièrement à moi, non souillé par le passé. Madame Hammond, l'agent, une femme nommée Patricia Cole, m'a souri de l'autre côté de son bureau. J'ai d'excellentes nouvelles. Nous avons reçu 3 offres sur votre propriété, tout au-dessus du prix demandé. Le marché est très fort en ce moment. Nous avons examiné les offres ensemble. L'une venait d'une jeune famille, un couple avec 2 enfants. Leurs lettres étaient pleines d'enthousiasme à l'idée d'élever leurs enfants dans le quartier. J'ai pensé à Michael, Michel et Jennifer jouant dans ce jardin, grimpant au vieil érable, apprenant à faire du vélo dans la rue calme. Celle-ci,
ai-je dit en désignant l'offre de la jeune famille. J'accepte celle-ci. C'est en fait la plus basse des 3 offres, a noté Patricia doucement. Je sais, mais ils aimeront la maison comme elle mérite d'être aimée. Cela compte plus que $20 000 supplémentaires. Patricia a souri. Vous avez bon cœur, Madame Hammond. J'ai pensé à ça en rentrant chez moi, dans la maison qui appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. Gentille n'était pas le mot que la plupart des gens utilisaient pour me décrire ces derniers temps. Les nouvelles locales avaient largement couvert le procès, me dépeignant soit comme une héroïne, soit comme une victime, selon le média. Mon histoire avait été reprise au niveau national. Une femme déjoue le complot de meurtre de son mari, titré USA Today. Un producteur d'un podcast sur les crimes réels avait appelé 3 fois. J'ai décliné toutes les demandes d'interview. Ce n'était pas une histoire que je voulais raconter pour divertir. C'était ma vie, ma douleur, ma survie. Je ne devais à personne d'autre l'accès à cela. Kevin Torres avait été l'un des rares points positifs dans les suites. Il avait témoigné aux 2 procès, expliquant comment il avait trouvé les messages programmés, comment il avait immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Son témoignage avait été crucial. Il a établi la chronologie, prouvé la préméditation. Tu m'as sauvé la vie, lui ai-je dit après. Tu t'es sauvé la vie toi-même, a-t-il corrigé. Je t'ai juste donné des informations. Tout ce qui a suivi, l'enquête, la collecte de preuves, la confrontation, c'était tout toi. Il avait raison, bien sûr. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours de ces 3 mois. On ne survit pas seul. L'aide de Marian avait été inestimable. L'avertissement de Kevin avait été essentiel. Le soutien de mes enfants m'avait gardé ancré quand tout semblait surréaliste et impossible. La communauté comptait. La connexion comptait. Et j'avais passé 41 ans dans un mariage qui m'avait isolé, m'avait rendu plus petite, m'avait convaincu que l'approbation de Robert était tout ce dont j'avais besoin. Plus jamais. Je me suis garé dans l'allée de la maison de Mainjoie une dernière fois. Demain, les déménageurs viendraient. La semaine prochaine, je remettrai les clés à cette jeune famille et à leurs rêves. À l'intérieur, la maison était presque vide maintenant. Des cartons bordaient les couloirs, des meubles recouverts de draps. J'avais gardé très peu de choses. Des photos de mes enfants, des livres dont je ne pouvais me séparer, quelques pièces que ma mère m'avait laissées. Tout le reste allait à des œuvres de charité ou aux enfants. Je ne voulais rien qui me rappelle Robert. Mon téléphone a sonné. Michel. Maman, tu es à la maison. Nous sommes dehors. Mes 3 enfants se tenaient sur le porche. Michael avec sa femme Amy. Michel seul après son récent divorce. Jennifer avec sa petite amie Kate. Ils portaient des sacs de course et des bouteilles de vin. Nous avons pensé que tu aurais besoin de compagnie pour ta dernière nuit ici, a dit Michael. Et nous avons apporté des provisions pour un vrai dîner d'adieu, a ajouté Jennifer. Nous avons cuisiné ensemble dans la cuisine où Laura Hardy avait menacé nos vies. Nous avons mangé à la table de la salle à manger où j'avais servi 10 000 repas de famille, où Robert avait prétendu que tout était normal tout en planifiant ma mort. Nous avons bu du vin et raconté des histoires, de bons souvenirs d'avant que tout ne s'effondre, parce que ces souvenirs méritent d'être préservés, même si le mariage lui-même avait été un mensonge. Vous vous souvenez quand papa a essayé d'installer ce ventilateur de plafond, a demandé Michel en riant. Et il est tombé au milieu du dîner et il a insisté sur le fait qu'il l'avait fait correctement, que le plafond était défectueux, a ajouté Michael. Nous avons tous ri, mais il y avait de la douleur sous l'humour. Le deuil de ceux que nous avions perdus. Du père qu'il pensait connaître. De l'unité familiale qui avait semblé si solide et qui s'est révélée être construite sur du sable. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu plus tôt, de vous avoir tous laissé croire que tout allait bien pendant si longtemps. Maman, non. Jennifer a tendu la main sur la table, a pris la mienne. Tu ne nous as rien laissé croire. Il nous a tous menti pendant des années, probablement. Tu n'es pas responsable de sa tromperie. Mais j'aurais dû. Quoi? Lire dans ses pensées? Surveiller chacune de ses actions? Michael a secoué la tête. Tu as fait confiance à ton mari. Ce n'est pas un échec, maman. C'est ce que le mariage est censé être. C'est lui qui a trahi cette confiance. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, a dit Michel, ses yeux brillants de larmes non versées.
Quand tu as découvert ce qu'il préparait, tu ne t'es pas effondré. Tu ne t'es pas enfui. Tu t'es battu. Tu as rassemblé des preuves. Tu les as déjouées tous les deux. Et tu as survécu. Tu es notre héroïne, maman. Je me suis laissé pleurer. Alors, les premières vraies larmes que j'avais versées depuis cette nuit d'octobre où tout a changé. Mes enfants m'ont entouré, me tenant, me laissant libérer des mois de peur, de deuil et de rage. Je pensais que je serais dévasté, ai-je admis. Perdre le mariage, perdre la maison, perdre la vie que j'avais construite. Mais je ne le suis pas. Je suis soulagé. Est-ce terrible? C'est honnête, a dit Amy doucement. Et l'honnêteté est ce que tu mérites maintenant, après 41 ans de mensonges. Nous sommes restés éveillés tard, bien après l'heure à laquelle nous serions normalement allés nous coucher. Nous avons joué aux cartes, un jeu auquel nous jouions en famille depuis des décennies, nous avons bu trop de vin et nous avons ri jusqu'à en pleurer. Et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie légère, libre. À minuit, alors que mes enfants se préparaient à partir, Michael m'a prise à part. Je suis allé voir papa la semaine dernière, a-t-il dit doucement. Je me suis raidi. Tu n'as pas besoin de ma permission. Je sais, mais je voulais que tu le saches. Il avait l'air mal à l'aise. Il ne va pas bien. La prison c'est dur pour lui. Il a perdu du poids. Il a l'air vieux. Il est vieux. Nous le sommes tous les deux. Il a demandé de tes nouvelles. Si tu allais bien, si tu avais trouvé un nouvel endroit. Michael a rencontré mes yeux. Je ne lui ai rien dit. J'ai dit que tu allais bien, que tu allais de l'avant. Il a pleuré. Bien. Maman? Non, Michael. Je sais que tu veux que j'aie pitié de lui, que je lui pardonne. Mais je ne peux pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pas quand je me réveille encore parfois en me demandant s'il serait vraiment allé jusqu'au bout. S'il m'aurait tenu pendant que je mourais, sachant qu'il m'avait tué. Michael m'a serré fort dans ses bras. Tu n'as pas à lui pardonner. Je voulais juste que tu saches qu'il souffre, qu'il sait ce qu'il a perdu. Après leur départ, j'ai traversé la maison vide une dernière fois. Chaque pièce contenait des souvenirs, des anniversaires, des Noëls et des mardis ordinaires. J'avais été heureuse ici autrefois, ou du moins je pensais être heureuse, ce qui revenait peut-être au même. Mais un bonheur construit sur des mensonges n'est pas réel, et j'en avais fini avec tout ce qui n'était pas réel. J'ai passé ma dernière nuit dans la maison à dormir sur un matelas pneumatique dans la chambre principale, entouré de cartons. Et lorsque l'aube s'est levée sur Portland, je me suis sentie prête à partir, prête à recommencer. Prête à être Stella Hammond, pas la femme de Robert ou la survivante du complot de meurtre, mais juste moi-même, qui que cela s'avère être. Les déménageurs sont arrivés à 8 heures. À midi, la maison était vide. À 14 heures, j'avais remis les clés à Patricia Cole et j'étais parti sans regarder en arrière. Mon nouvel appartement était en centre-ville, dans un immeuble rénové près du Vieux-Port, plus petit que la maison, juste 2 chambres, une pour moi et une pour les invités, mais les fenêtres donnaient sur le port, et l'espace semblait plein de possibilités. Marian m'a aidé à déballer, bavardant sur les potins de la bibliothèque et le prochain mariage de sa fille. Kevin est passé avec un cadeau de pendaison de crémaillère. Un nouvel ordinateur portable, haut de gamme, déjà configuré et prêt à l'emploi. Pour ta prochaine enquête, a-t-il plaisanté. Il n'y aura pas de prochaine enquête, les jeux assurés. J'en ai fini avec les mystères. Mais ce n'était pas tout à fait vrai, car le plus grand mystère demeurait. Qui étais-je maintenant que je n'étais plus la femme de Robert? Maintenant que je n'avais plus à être accommodante, prudente, petite. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à le découvrir. J'ai rejoint un club de lecture, un vrai. Pas le rassemblement social poli auquel j'assistais auparavant, mais un groupe qui lisait des livres stimulants et avait des discussions passionnées, parfois animées. J'ai commencé une formation de professeur de yoga, quelque chose que j'avais toujours voulu faire mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. J'ai fait du bénévolat à la bibliothèque, aidant Marian avec des programmes d'alphabétisation numérique pour les personnes âgées. J'ai eu quelques rendez-vous, avec un professeur à la retraite que j'ai rencontré à la librairie, un veuf du club de lecture. Rien de sérieux, rien qui n'exigeait des promesses ou des compromis, juste de la conversation et de la compagnie, à mes conditions. J'ai découvert que j'aimais vivre seul, que j'aimais prendre des décisions sans consulter personne. Que j'aimais dîner à 21 h si j'en avais envie,
ou ne pas dîner du tout. J'aimais le silence, la solitude et la liberté d'être exactement qui j'étais, sans me censurer. 6 mois après la condamnation de Laura, j'ai reçu une lettre transmise par mon avocat. Elle venait de Robert, écrite depuis la prison fédérale du New Hampshire où il purgeait sa peine. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité, la même qualité qui m'avait sauvé la vie, m'a poussé à la lire. Chère Stella, je ne m'attends pas à ce que tu répondes à ceci. Je ne sais même pas si tu la liras, mais j'ai besoin de dire certaines choses, même si ce n'est qu'au vide. J'ai été un imbécile, un lâche, un homme égoïste qui a tout jeté de précieux pour un fantasme. Je me suis dit que j'étais malheureux, que je méritais mieux, que tu ne me comprenais pas. Mais la vérité est plus simple et plus laide. Je m'ennuyais. Et au lieu de gérer ça honnêtement, j'ai détruit notre vie. Tu as toujours été la plus forte. Je le vois maintenant. Tu as élevé nos enfants pendant que je me concentrais sur ma carrière. Tu as entretenu notre maison, nos liens sociaux, nos liens familiaux. Tu étais le fondement de tout ce qui était bon dans ma vie. Et je prévoyais de te tuer plutôt que d'avoir une conversation honnête sur ce dont j'avais besoin. J'y pense tous les jours ici. À quel point je suis passé près du meurtre. À ce que j'aurais perdu. Pas seulement ma liberté, mais mon âme. Laura m'a manipulé, mais je l'ai laissé faire. Je voulais croire à ses promesses parce qu'elles me permettaient d'éviter mes responsabilités. C'est de ma faute. Tout. J'espère que tu es heureuse, Stella. J'espère que tu te construis une vie qui te fait te sentir aussi libre et vivante que tu mérites de l'être. J'espère qu'un jour nos enfants pourront me pardonner, même si je ne le mérite pas. Et j'espère que tu sais que ce que tu as fait, te battre, survivre, refuser d'être une victime, cela a demandé plus de courage que je n'en ai jamais eu de toute ma vie. Je suis désolé pour tout, Robert. J'ai lu la lettre 2 fois. Puis je l'ai pliée soigneusement et je l'ai mise dans un tiroir. Je n'ai pas répondu. Je ne lui ai pas pardonné, mais j'ai pris acte de ses mots, de ses regrets, de sa reconnaissance de ce qu'il avait fait. Et puis j'ai tourné la page, parce que c'était la vraie victoire. Pas le procès, pas la condamnation, pas même la survie. La victoire, c'était de construire une vie si pleine et satisfaisante que l'absence de Robert ne laissait pas de vide. La victoire, c'était de découvrir qu'à 66 ans, j'étais plus forte, plus courageuse et plus capable que je ne l'avais jamais su. 1 an après cette nuit d'octobre où tout a changé, je me tenais sur mon balcon surplombant la baie de Casco et je regardais le coucher de soleil peindre l'eau d'or et de rouge. L'air sentait le sel et la possibilité. En bas, Portland bourdonnait de vie. Touristes et habitants, étudiants et artistes, le beau chaos d'une ville en mouvement. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jennifer. Dîner demain. Je veux que tu rencontres les parents de Kate. J'ai souri et répondu par SMS. Avec plaisir. Derrière moi, mon appartement était chaleureux et accueillant, rempli de livres que j'aimais et de photographies de personnes qui comptaient. Il était petit, mais c'était le mien. Chaque centimètre reflétait mes choix, mes goûts, ma vie. Pas de secrets, pas de mensonges, pas de compromis qui me diminuaient. À 66 ans, j'avais appris la leçon la plus importante de ma vie. Survivre, ce n'est pas seulement rester en vie. C'est refuser de laisser quiconque, même quelqu'un que vous avez aimé pendant 41 ans, définir qui vous êtes ou ce que vous valez. J'avais passé des décennies à être sous-estimé. À être vu comme l'épouse tranquille, la bibliothécaire serviable, la gentille femme qui ne faisait jamais de vagues. Et au moment le plus important, cette sous-estimation avait été ma plus grande arme. Parce que pendant que Robert et Laura planifiaient ma mort, je planifiais ma survie. Pendant qu'ils se félicitaient de leur intelligence, je rassemblais des preuves. Pendant qu'ils pensaient avoir gagné, j'avais 3 coups d'avance. L'âge n'est pas une faiblesse. L'expérience n'est pas l'obsolescence. Et une femme qui a vécu 66 ans a appris des choses sur la patience, la persévérance et le pouvoir que l'arrogance de la jeunesse ne pourra jamais comprendre. J'ai survécu parce que j'ai refusé d'être la victime qu'ils supposaient que je serais. J'ai survécu parce que j'étais plus intelligente, plus forte et plus ingénieuse qu'ils ne le pensaient. J'ai survécu parce que j'avais passé une vie à observer, à apprendre, à me préparer à des défis dont je ne savais même pas qu'ils allaient arriver. Et maintenant, debout dans mon propre espace, vivant ma propre vie, ne répondant à personne d'autre qu'à moi-même, je ne faisais pas que survivre. Je m'épanouissais. Le soleil s'est couché sur la baie, et je l'ai regardé sans peur,
sans regret, sans rien d'autre que de la gratitude pour la seconde chance que j'avais si durement gagnée. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles possibilités, de nouveaux chapitres dans une histoire qui était enfin vraiment la mienne. Mais ce soir, j'étais simplement Stella Hammond, 66 ans, plus sage que jamais, et enfin complètement libre. Maintenant, dites-moi, qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de consulter la vidéo sur votre écran en ce moment. Je suis sûr qu'elle vous surprendra.